Imaginez une guerre silencieuse, une guerre qui se déroule en ce moment même à l'intérieur d'une articulation où le cartilage perd la bataille bien avant que la moindre preuve n'apparaisse sur une radiographie. Une guerre totalement invisible de l'extérieur. Exactement. Bonjour et bienvenue dans notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On va se concentrer sur l'ostéoarthrite, ou l'OA pour faire court, qui est une affection articulaire dégénérative assez redoutable. Très redoutable, oui. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder la mécanique de cette dégradation articulaire. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer à ses débuts et de traduire ce que les radiographies révèlent réellement, Et c'est un programme chargé. complètement. Et pour rendre ça super concret, nos sources utilisent un exemple clinique fascinant. Le cheval, Ah, le cheval. C'est le modèle parfait pour ça. Ouais, avec ses 500 kilos, sa vitesse, sa puissance, ça magnifie chaque petit détail de la biomécanique. Donc si un patient humain a super mal au genou ou qu'un cheval majestueux se met à boiter et que la radio ne montre rien d'anormal, on se dit que tout va bien, non? c'est là tout le piège. Ce qui est fascinant ici, c'est l'immense décalage qui existe entre la douleur, qui est bien réelle, et l'absence totale de preuves visibles au début de la maladie. Donc le patient a mal, mais le médecin ou le véto regarde l'image et dit y a rien. C'est ça. On a ce biais cognitif très fort en médecine. On croit que si une structure fait mal, la lésion doit forcément se voir sur une image. Ça paraît logique pourtant. Oui, mais avec l'ostéoarthrite, c'est faux. L'articulation perd d'abord une bataille purement chimique, tu vois. Ça se passe à un niveau microscopique. Avant même que l'os ne soit touché. Bien avant. Bien avant que nos machines puissent détecter une fissure, la maladie avance avec une sorte de masque d'invisibilité. C'est fou. Bon, avant de regarder à l'intérieur avec des machines qui nous mentent, il faut d'abord comprendre les signaux d'alarme de l'extérieur. Parce que le corps, il envoie des signaux, non? Bien sûr, cliniquement, ça commence par une claudication. Une boiterie, quoi. Voilà, une boiterie lente, très progressive. Et un détail super important soulevé par les sources, c'est que c'est très souvent bilatéral. Attends, bilatéral? Genre les deux genoux en même temps? Ouais, ou les deux hanches. Parce que, en fait, le corps compense. Si un côté commence à faire mal à cause de cette dégradation chimique, tu vas changer ta posture. Ah, pour soulager la douleur. Exactement. Et du coup, tu transfères une charge anormale sur l'autre jambe, ce qui accélère l'usure de l'autre côté. D'accord, c'est un effet domino. Et qu'est-ce qui cause cette boiterie exactement? Premièrement, la douleur articulaire pure. Ensuite, il y a une diminution de l'amplitude de mouvement. L'articulation plie moins bien. C'est ça. On a aussi un épanchement articulaire, donc du liquide qui s'accumule, et une grosse inflammation locale. Mais, et c'est un point majeur, il n'y a absolument aucun effet systémique sur le reste du corps. Attends une minute. Quand tu dis aucun effet systémique, ça veut dire que le reste du corps ne sait même pas qu'il y a une guerre en cours? Rien du tout. Genre, il n'y a pas de fièvre, pas de globules blancs qui s'affolent, pas de fatigue générale? Non, rien. La bataille est purement locale. Elle est enfermée dans la capsule articulaire, qui est super étanche. Donc un cheval ou un humain peut avoir des analyses de sang parfaites, avoir l'air en pleine forme. D'abord, un genou qui se désintègre de l'intérieur, Louis. C'est hyper trompeur. Waouh! Et du coup, face à ce truc invisible, comment les médecins font? Les notes parlent d'un truc appelé le test de flexion. Ouais, le test de flexion, c'est brillant d'ingéniosité. Parce que si tu fais marcher un cheval en ligne droite sur un sol plat, l'articulation est dans une zone de confort. Elle n'est pas trop stressée. Voilà, le corps arrive à masquer la douleur. Mais le test de flexion, ça consiste à prendre la jambe et à plier l'articulation à son angle maximum, Aïe. et on la maintient comme ça, en force, pendant 1 minute entière. Ah oui, donc on écrase tout à l'intérieur. Exactement. On comprime tous les tissus enflammés, on met le liquide sous une pression hydraulique énorme, et quand on relâche d'un coup et qu'on fait trotter l'animal immédiatement, la douleur explose. C'est ça. La boiterie devient spectaculaire sur les premiers pas. Ça démasque la douleur que la marche normale arrivait à cacher. C'est radical. C'est comme appuyer de toutes ses forces sur un hématome invisible juste pour prouver qu'il est bien là. C'est une très bonne image, ouais. Et parmi des autres signaux locaux, on a parlé de l'épanchement synovial. Les sources décrivent ça comme du liquide qui gonfle les récessus articulaires. Si je comprends bien, ces récessus, c'est des espèces de petites poches, des replis vides dans la capsule autour de l'articulation 1. Tout à fait. Et quand la membrane à l'intérieur est irritée, elle panique. Et elle se met à gonfler comme un ballon. Ouais, elle surproduit du liquide synovial pour essayer de rincer l'articulation et d'éloigner les os qui frottent. Ce liquide remplit ces fameuses poches, ce qui fait un gonflement qu'on peut voir de l'extérieur. D'accord. Et si ça continue trop longtemps, les sources parlent d'un stade clinique appelé l'ankylose articulaire.
Le mot ankylose, ça donne l'impression d'un verrouillage total. C'est l'échec ultime de l'articulation. Les documents parlent de spasmes, de contractures sévères et même d'ankylose fibreuse ou osseuse. C'est une vraie fusion des os. Oui. Face à la douleur insupportable et à l'instabilité, la biologie prend une décision radicale. Elle supprime purement et simplement le mouvement. En soudant l'articulation. Les muscles se bloquent en spasmes, les tissus deviennent rigides, et finalement l'os traverse l'espace et fusionne. L'articulation n'existe plus, c'est devenu un bloc solide. C'est dramatique. Mais pour comprendre comment on en arrive à cette fusion, il faut regarder le liquide synovial, non? Les sources mentionnent une perte de viscosité, plus de protéines, un changement de couleur. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Vas-y. Si on fait une analogie mécanique, le liquide synovial, c'est l'huile de moteur d'une voiture. Ouais, j'aime bien cette comparaison. Une huile neuve, c'est doré, transparent et surtout très visqueux. Ça crée un film protecteur épais qui empêche les pièces métalliques de se toucher. Exact. Mais si le moteur surchauffe, qu'on ne fait pas la vidange, l'huile se dégrade. Elle devient noire, fluide comme de l'eau, pleine de débris. Elle amortit plus rien et le métal s'autodétruit. C'est ça qui se passe avec la perte de viscosité du liquide articulaire. C'est exactement ça. Dans une articulation en bonne santé, le liquide est épais et filant grâce à l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, d'accord. Imagine ces molécules comme des millions de minuscules ressorts. Ça donne au liquide une texture de blanc d'œuf capable d'encaisser le poids d'un cheval au galop. Impressionnant. Mais avec l'inflammation, la membrane libère des enzymes. Et ces enzymes, ce sont comme des ciseaux microscopiques qui viennent couper les chaînes d'acide hyaluronique. Attends, les ressorts microscopiques sont littéralement sectionnés par l'inflammation. Précisément. Et une fois ces chaînes brisées, le liquide perd toute sa viscosité instantanément. Il devient comme de l'eau. Voilà. Le bouclier chimique s'effondre, et c'est le cartilage physique qui se prend tous les chocs et les frictions en direct. Ce qui nous amène au grand paradoxe du diagnostic. Parce que si l'huile moteur est morte et que la mécanique s'effondre, le premier réflexe, c'est de faire une radio pour voir les dégâts. Le fameux réflexe de la radio, oui. Et pourtant, c'est le plus grand piège de l'ostéoarthrite. Les sources disent qu'il y a une très faible corrélation entre ces symptômes alarmants et les premières radiographies. Ouais, parce que si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la radiographie par rayon X, c'est basé sur la densité. Ça voit les os. Ça voit super bien les minéraux denses comme le calcium, mais le cartilage, c'est pas calcifié. C'est de l'eau et du collagène. Donc la radio ne le voit pas du tout. Les rayons traversent le cartilage comme si c'était du vide. Sur l'image, on voit juste un espace noir entre deux os blancs. Si je comprends bien, faire une radiographie au début des symptômes, c'est comme arriver sur la scène d'un crime des mois après la fuite du coupable. On regarde seulement les ombres des meubles. C'est la métaphore parfaite. La radio est aveugle à la vraie tragédie. La perte de viscosité, la mort du cartilage, tout ça est invisible. C'est une chronologie fatale en fait. C'est le mot. On attend d'avoir une preuve visible pour traiter, mais quand l'os commence enfin à changer sur la radio, ça veut dire que le cartilage est déjà détruit. Et ce retard de traitement, c'est ce qui rend le pronostic si mauvais. Bon, mettons-nous au moment où la radio montre enfin quelque chose. Le cartilage a disparu, l'os est à nu. On a 5 signes radiographiques à décoder ensemble qui montrent comment l'os tente de survivre. On appelle ça les changements radiographiques de l'OA. Le premier, c'est l'ospiophyte périarticulaire. C'est quoi ce terme barbare? Qu'est-ce que le corps fabrique là? C'est une tentative de réparation. Le processus s'appelle l'ossification endochondrale. Ok, et ça veut dire quoi concrètement? En gros, les cellules sentent que l'articulation est instable, elles libèrent des cytokines, des messagers chimiques, et ces cytokines ordonnent de construire du nouvel os sur les bords de l'articulation pour l'élargir. Pour mieux répartir le poids. Voilà. Et le professeur mentionné dans les notes cliniques a un super surnom pour ça. Il appelle ces excroissances des picos de Lolo. Des becs de perroquet. Ouais, des becs de perroquet. Des becs de perroquet dans une articulation, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc le corps, en panique totale, fait pousser des crochets osseux sur une surface censée être lisse. Exactement. Et comme tu peux l'imaginer, l'intention est bonne, stabiliser le tout, mais le résultat est une catastrophe. Ça doit déchirer les tissus autour, non? Ça cisaille la capsule, ça crée plus de douleur, plus de cytokines et donc encore plus de becs de perroquet. Un vrai cercle vicieux. Super rassurant. Bon, deuxième signe, signe 3, la réduction asymétrique de l'espace. L'espace noir sur la radio s'effondre. C'est ça. Cet espace noir, c'est le cartilage invisible.
S'il diminue, c'est que le cartilage disparaît. Et c'est asymétrique parce que l'usure n'est jamais parfaitement répartie. C'est dans les zones qui supportent le plus de poids, les zones de charge. Oui, le cartilage est littéralement broyé en premier de ce côté-là. Ce qui nous amène au troisième signe. Et là, c'est le signal absolu que tout le cartilage est mort. La sclérose ou radio-opacité subchondrale accrue. Sur la radio, l'os devient d'un blanc super intense. Pourquoi? L'os, juste sous le cartilage, l'os subchondral, est censé être un peu spongieux pour absorber les chocs. Comme un amortisseur de secours. Sauf que sans cartilage, cet os prend tous les impacts de plein fouet. Ça crée des microfractures. Et comment il réagit? Pour pas exploser, il dépose frénétiquement du nouveau calcium. Il se remplit lui-même, il devient super dense. Il se transforme en béton armé. D'où le blanc éclatant sur la radio. Les rayons passent plus du tout. Voilà. Sauf que cela soulève une question importante. En devenant du béton armé, l'os sacrifie son élasticité. Ah, j'y avais pas pensé. S'il est dur comme du béton, il absorbe plus rien. Exactement. Il transmet toute l'onde de choc au reste du membre. Ça fragilise toute la structure. C'est impitoyable comme mécanique. Et ça empire avec le quatrième signe UI, les corps ostéochondrals. Les notes disent que ce sont des fragments d'os qui flottent librement. Moi, ça me fait penser à un petit caillou coincé dans une chaussure. Ouais, une souris articulaire, comme disent les vétos. Sauf que là, la chaussure, c'est l'articulation. Et le caillou, c'est un éclat d'os tranchant, c'est ça. Avec les chocs, un bout de bec de perroquet se casse. Il tombe dans le liquide, et à chaque mouvement, ce fragment vient se coincer entre les os. Ça doit faire un mal de chien. C'est affreux, ça bloque l'articulation et surtout ça agit comme du papier de verre. Ça pulvérise les tout derniers millimètres de cartilage sain. Un système de broyage interne, quoi. Et on arrive au cinquième et dernier signe, qui est peut-être le plus fou de tous. La zone radioclaire subchondrale. Ah oui, les kystes. L'os sclérosé était blanc et dur, mais là, on parle d'une zone claire, donc sombre à la radio. Un trou dans l'os. Les sources parlent de nécrose causée par la pression du liquide synovial contre une plaque fissurée. C'est de la pure hydraulique en fait. L'os sclérosé est dur, mais il finit par se fissurer sous l'effort. Et l'articulation est pleine de liquide. Et quand le cheval court, ça met ce liquide sous pression. Une pression phénoménale. Le fluide cherche une sortie et il est injecté de force à travers les microfissures directement à l'intérieur de l'os dur. Attends, le liquide agit comme un nettoyeur haute pression qui creuse la roche osseuse. C'est exactement le principe de la fracturation hydraulique. Le liquide s'infiltre, il crée une poche sous pression dans l'os, ce qui écrase les vaisseaux sanguins. Donc, les cellules de l'os meurent parce qu'elles n'ont plus de sang. C'est la nécrose, oui. Ça laisse une cavité remplie de liquide au milieu de l'os. Et comme les rayons X traversent le liquide, on voit un trou sombre sur la radio. C'est une destruction par sa propre pression interne. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond, si on résume cette cascade catastrophique? Vas-y, je t'écoute. L'ostéoarthrite, c'est incroyablement sournois. Ça commence chimiquement, le liquide synovial perd sa viscosité, ensuite le cartilage fond, mais la radio ne voit rien, et ça finit en chaos osseux total. Ouais, de la sclérose, des becs de perroquet, de l'ankylose. L'os tente de se réparer, mais chaque tentative est destructrice. Exactement. Toutes ces anomalies sur la radio, c'est pas la maladie elle-même, ce sont les cicatrices d'une guerre biomécanique qu'on a perdue depuis longtemps. C'est triste dit comme ça. Mais du coup, j'ai une dernière pensée un peu provocatrice pour ceux qui nous écoutent. À laquelle? Sachant que la radiographie nous ment au début, et que la vraie première alarme, c'est le changement de viscosité, de protéines et de couleur du liquide synovial, avant même la perte du cartilage. Oui, tout à fait. Est-ce que l'avenir de la médecine préventive, c'est pas d'abandonner complètement cette obsession de prendre les os en photo? C'est un changement de paradigme, ça. Ouais, on devrait plutôt faire une analyse des fluides en temps réel, exactement comme on vérifie l'huile d'un moteur pour trouver des particules métalliques avant la panne. Analyser le liquide pour stopper l'ostéoarthrite avant même le premier bec de perroquet. C'est ça. Ça pourrait tout changer, pour les chevaux comme pour nos genoux. En tout cas, c'est une réflexion qu'on laisse en suspens pour vous tous. Ouais, un beau sujet de réflexion sur l'avenir du diagnostic. Merci d'avoir plongé avec nous dans les rouages de cette incroyable mécanique articulaire. À la prochaine. Imaginez un peu la charnière mécanique d'une porte vraiment très sophistiquée. Mhm. Et un jour, cette porte, elle commence à grincer douloureusement à chaque fois qu'on l'ouvre. Le tout premier réflexe, en général, c'est juste d'y vaporiser un peu d'huile au hasard, non? Ouais, le fameux coup de dégrippant magique. Voilà, exactement. On met un coup de spray et on espère que le bruit disparaisse comme par magie. Mais que se passerait-il si cette porte était vivante? Ah, ça change tout.
Bah oui, si au lieu de subir passivement la rouille et l'usure, elle était capable, avec le bon signal biologique, de reconstruire son propre métal. Bienvenue dans cette analyse approfondie dédiée au traitement des pathologies articulaires. Aujourd'hui, on va vraiment décoder des notes cliniques, des observations de terrain de pointe, pour comprendre comment la médecine moderne diagnostique, nettoie et même régénère une articulation abîmée. Et c'est un voyage qui est hyper logique au final. En fait, l'approche médicale a complètement changé. On est passé de la mécanique un peu brute à de la vraie biologie moléculaire. On ne bricole plus, quoi. C'est ça. On a longtemps traité l'articulation comme une simple pièce d'usure de voiture, alors que c'est un écosystème qui est extrêmement sensible. Et pour bien comprendre les traitements d'aujourd'hui, on va suivre la chronologie exacte d'une intervention réussie. Du diagnostic jusqu'à la réparation. Absolument. Parce qu'on ne peut pas réparer ce qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas comprendre ce qu'on ne voit pas. Donc la toute première étape, c'est d'abord de rendre l'invisible visible. Alors, entrons directement dans cette phase de diagnostic. Souvent, quand une articulation bloque ou qu'elle fait mal, l'examen clinique de base a ses limites. On plie le membre, on cherche l'origine de la douleur en manipulant, mais parfois, la source du problème reste totalement indétectable de l'extérieur. Ouais, le problème est caché bien plus en profondeur. Et le réflexe historique, dans ces cas-là, c'est d'envoyer faire une radiographie classique, non? La fameuse RX, oui, elle est super utile, mais elle souffre d'une limitation qui est majeure en fait. Elle excelle pour photographier l'os dur, l'architecture globale, mais elle est littéralement aveugle au tissu mou. Elle passe complètement au travers. Exactement. Et pire encore, elle est incapable de détecter les tout premiers stades de dégradation du cartilage. Ah ouais, donc on rate le début du film en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que l'ultrason, donc l'échographie, c'est devenu l'arme de choix en première ligne aujourd'hui. Parce que l'ultrason permet de voir, on va dire, la chair autour de l'os, hein. Oui, l'ultrason permet d'examiner en détail la capsule articulaire, les ligaments et surtout, et ça c'est crucial, d'inspecter la gaine synoviale. La gaine synoviale, c'est quoi exactement? Il faut imaginer cette gaine comme une sorte de manchon étanche. C'est une enveloppe biologique qui entoure toute l'articulation et qui retient le liquide lubrifiant à l'intérieur. Et si cette enveloppe est épaissie ou enflammée, l'échographie le révèle immédiatement. Ah super, donc on voit l'inflammation en direct. Ouais. Et plus fascinant encore, l'ultrason est même capable d'évaluer les micro-irrégularités de ce qu'on appelle la plaque sous-chondrale. La plaque sous-chondrale. C'est la toute petite couche d'os hyper fine qui se trouve juste sous le cartilage. L'échographie voit les défauts à ce niveau-là bien avant que la radiographie classique n'y décèle la moindre anomalie. Et c'est fou de se dire qu'on a longtemps attendu que les dégâts soient massifs et bien visibles à la radio pour enfin agir. Et c'était souvent trop tard pour sauver l'articulation, ouais. Mais au-delà de l'échographie, dans les notes cliniques, il y a une autre technologie qui revient souvent pour les cas très complexes. La gammagraphie. Ah oui, et la gammagraphie, un outil incroyable. On décrit souvent ça comme un outil qui révèle le métabolisme osseux actuel. Moi, j'aime bien imaginer ça comme une sorte de caméra thermique pour les os. Du coup, si ça montre l'activité, est-ce que ça brille toujours comme un phare en rouge vif dès qu'il y a le moindre problème? Alors c'est une image qui est très séduisante, la caméra thermique. Mais la réalité clinique, elle est beaucoup plus piégeuse que ça. Ah bon? Comment ça? La chaleur d'une caméra thermique, ça indique une température physique réelle. La gammagraphie, elle indique plutôt une panique cellulaire. Une panique cellulaire. Ouais, l'image s'illumine là où les cellules osseuses s'activent massivement. Donc, dans le cas d'une blessure toute fraîche, genre une lésion aiguë, la zone brille intensément parce que le corps envoie absolument toutes ses troupes pour réparer la brèche.
Alors, c'est une image qui est très séduisante, la caméra thermique. Mais la réalité clinique, elle est beaucoup plus piégeuse que ça. Ah bon? Comment ça? Bah, la chaleur d'une caméra thermique, ça indique une température physique réelle. La gammagraphie, elle indique plutôt une panique cellulaire. Une panique cellulaire. Ouais. L'image s'illumine là où les cellules osseuses s'activent massivement. Donc dans le cas d'une blessure toute fraîche, genre une lésion aiguë, la zone brille intensément, parce que le corps envoie absolument toutes ses troupes pour réparer la brèche. Ah, donc si on suit cette logique, si la blessure est ancienne, si c'est un truc très chronique, l'image devrait être plutôt sombre et calme, non? Puisque l'urgence est passée. Eh bien, c'est là que le diagnostic devient un art, justement. Dans les cas chroniques, le professeur souligne bien que l'interprétation est difficile parce que la zone reste souvent allumée en rouge. Elle marque toujours très fortement. Attendez, même des mois plus tard, ça clignote encore. Exactement. Et pourquoi? Parce que le métabolisme de destruction reste constamment très élevé. En fait, le corps est bloqué dans une sorte de boucle sans fin. Une boucle d'inflammation? Plus précisément, un conflit de cellules. D'un côté, tu as les ostéoclastes, les cellules nettoyeuses, qui essaient de détruire l'os mort, et de l'autre, les ostéoblastes, qui sont les cellules bâtisseuses, qui essaient frénétiquement de construire du nouvel os par-dessus. Et ils se font la guerre en permanence. C'est un chantier chaotique, quoi. Complètement. Ça crée une activité métabolique massive. C'est une usine qui tourne à vide. Donc, la distinction entre une lésion fraîche et un dommage chronique est vitale pour la suite du traitement. C'est hyper clair. Donc la machine, elle, ne fait pas la différence entre un os qui vient juste de casser et un os épuisé par des mois de bataille chronique. Faut vraiment savoir lire entre les lignes. C'est l'association des deux qui marche. L'échographie pour voir l'anatomie pure et la gammagraphie pour l'activité cellulaire. D'accord. Donc là, la cible est verrouillée, on sait exactement où se trouve le champ de bataille microscopique, mais ça amène à la question inévitable. Une fois qu'on a vu le problème, comment on intervient physiquement à l'intérieur sans tout saccager autour? Parce qu'avant, j'imagine qu'on ouvrait grand au scalp, non? Ouais, on appelait ça la chirurgie ouverte, la force brute. Mais aujourd'hui, c'est là qu'intervient l'arthroscopie. La chirurgie arthroscopique a complètement remplacé cette force brute par une très haute précision. L'arthroscopie, donc, c'est quand on passe par des tout petits trous avec des caméras. Exactement. Ça a une très haute sensibilité et spécificité. Le chirurgien introduit sa microcaméra et ses instruments miniatures via de très très petites incisions. Et les avantages sont immenses, je suppose, pour le patient. Bah oui, parce que le traumatisme chirurgical est réduit au strict minimum. Tu as des dégâts mineurs sur les tissus mous autour de l'articulation et surtout, tu réduis drastiquement les risques de développer un sérum. Un sérum, c'est quoi? C'est une poche de liquide. C'est ça, une poche de liquide inflammatoire sous la peau. Et l'arthroscopie évite aussi la déhiscence. La déhiscence. La réouverture accidentelle de la plaie chirurgicale. Comme les trous sont minuscules, ça ne lâche pas, ce qui permet un retour très rapide à l'activité ou au travail. Ok, l'outil est incroyable. Mais il y a un truc que j'ai lu dans les notes cliniques du professeur qui me perturbe énormément. Ah, Sur la technique de nettoyage. ouais, c'est ça. Pendant l'opération, il est mentionné qu'on utilise un outil manuel, la curette, pour nettoyer l'intérieur de l'articulation et retirer ce qu'il appelle le détritus cellulaire. Oui, tout à fait. L'objectif clinique serait d'obtenir une cicatrisation par seconde intention. Mais attendez, on utilise un outil pour gratter délibérément l'intérieur d'une articulation déjà malade. Et on espère une cicatrisation. N'est-il pas complètement contre-intuitif de créer une nouvelle lésion physique pour obliger le corps à guérir? C'est vrai que ça heurte le bon sens au premier abord. On se dit, pourquoi blesser ce qui souffre déjà? Bah oui, c'est comme poncer une plaie. Mais en fait, il faut visualiser l'intérieur d'une articulation lésée. C'est pas juste un petit trou propre dans le cartilage. C'est un environnement extrêmement toxique. Ce fameux détritus cellulaire, ce sont des fragments de cartilage nécrosés, des enzymes hyper agressives, des cellules mortes. Une sorte de soupe toxique, quoi. L'image de déchet, il agit littéralement comme du papier de verre permanent. Ça irrite la zone à chaque mouvement et ça prolonge la destruction des tissus sains. Et le corps n'arrive plus à faire le ménage tout seul. Ah, donc la curette vient faire ce que le corps a abandonné. C'est ça. En grattant avec la curette, le chirurgien retire d'abord ce papier de verre toxique, il enlève tout le mort, et ensuite, oui, il va volontairement gratter jusqu'à atteindre l'os sain en dessous pour provoquer un saignement. Un saignement à l'intérieur de l'articulation. Mm.
Mais c'est pas mauvais le sang dans une articulation? Pas dans ce contexte précis. Parce que ce saignement très contrôlé, il apporte des plaquettes et des cellules fraîches sur la zone morte. Ce traumatisme mécanique intentionnel, c'est un signal d'alarme pour le corps. Il lui dit « Eh, il y a une brèche toute neuve ici, faut la réparer d'urgence. Et le corps réagit. » Immédiatement. C'est ça, la cicatrisation par seconde intention. L'élimination des déchets relance la machine de guérison naturelle. Le corps va produire un tissu de granulation, un genre de fibrocartilage cicatriciel. C'est pas le cartilage parfait d'origine, j'imagine. Non, c'est moins noble, mais c'est un tissu de remplacement qui est lisse, qui colmate la brèche et surtout qui stoppe la destruction. C'est brillant. Donc on a gratté, on a retiré le papier de verre toxique. Mécaniquement, l'intervention est propre. Mais souvent, l'environnement chimique de l'articulation reste encore très enflammé, non? Ah oui, l'incendie interne est toujours là, même si on a retiré le bois mort. Et comment on fait pour éteindre ce feu à l'intérieur? C'est là qu'on entre dans la guerre chimique, la pharmacologie, et là, on a des médicaments puissants. Mais j'ai cru comprendre qu'ils venaient avec un prix assez lourd. Je veux parler des corticoïdes. Exact. Les corticoïdes, c'est l'artillerie lourde. Plus spécifiquement, on utilise souvent l'acétate de méthylprednisolone. L'acétate de méthylprednisolone. Voilà. Généralement dosé entre 40 et 5 mg. C'est vraiment la drogue la plus utilisée contre la synovite non infectieuse. Donc l'inflammation, la fameuse gaine dont on parlait au début. Exactement. C'est un anti-inflammatoire qui est extrêmement puissant. Le soulagement est magique, mais le revers de la médaille est violent. C'est quoi les effets adverses? Eh bien, ça provoque la nécrose des chondrocytes. Les chondrocytes, ce sont les seules cellules vivantes capables de fabriquer le cartilage. Donc en gros, tu tues les petits ouvriers d'entretien. Ah oui, quand même. Et c'est pas tout. Ça entraîne une perte massive des GAG, Les GAG? les glycosaminoglycanes. Et ça inhibe aussi les protéoglycanes. Pour faire simple, imagine que le cartilage est rempli de microscopiques éponges biologiques qui retiennent l'eau pour amortir les chocs. Ouais, comme des petits coussins. Les corticoïdes détruisent ces éponges. Le cartilage se dessèche et perd sa capacité d'amortissement. Ok, donc si je comprends bien l'analogie, utiliser l'acétate de méthylprednisolone, en fait c'est comme utiliser un lance-incendie ultra puissant pour éteindre le feu dans un salon. La pression de l'eau est tellement dingue qu'elle détruit tous les meubles, donc les chondrocytes et les GAG. C'est une excellente métaphore. Le feu est éteint, mais la pièce est ravagée. Et en plus, il y a un contexte particulier souligné par le professeur. Une règle d'or sur le terrain. L'infiltration de corticoïdes doit toujours, sans exception, être accompagnée d'un antibiotique. L'amicacine. Oui, l'amicacine. C'est non négociable, particulièrement lors de soins en ce qu'ils appellent les conditions de terrain. Les conditions de terrain, donc pas dans un bloc opératoire hyper stérile. Voilà, dans une écurie ou dans la nature. Parce que les corticoïdes désactivent les défenses immunitaires locales. Donc si une seule petite bactérie entre avec l'aiguille, il n'y a plus aucune défense. Et ça cause une arthrite septique, Une infection totale de l'articulation. qui peut détruire l'articulation en quelques jours. L'amicacine sert de bouclier antibactérien pendant que l'immunité est coupée. D'où l'importance vitale de ce bouclier. Mais il n'y a pas des alternatives moins destructrices que ce lance à incendie? Des trucs de protection ou de lubrification? Si, heureusement, on utilise beaucoup l'acide hyaluronique. Tu as des marques très connues citées dans l'étude comme Legend, Equivisc ou Stride Achat. Et ça fait quoi l'acide hyaluronique concrètement? Ça restaure la viscoélasticité du liquide. Ça le rend à la fois glissant pour les mouvements lents et ferme comme un gel pour amortir les chocs. Et surtout, ça nettoie les radicaux libres, ces molécules poubelles qui rongent les tissus. Donc c'est vraiment un super lubrifiant réparateur. Et il y avait un autre nom compliqué aussi, les gags sulfatés. Oui, les gags sulfatés, ou le PSCGAG, très connu sous le nom commercial d'Adequan. Ça, ce sont de véritables chondroprotecteurs. Ils protègent le cartilage. Ils font l'inverse des corticoïdes. Au lieu de tuer les cellules, ils inhibent les enzymes responsables de la dégradation. C'est fou à quel point la médecine articulaire, c'est vraiment une question d'équilibre très délicat entre le soulagement immédiat avec les corticoïdes et la préservation à long terme avec les chondroprotecteurs comme l'Adequan. C'est de la haute voltige clinique au quotidien. Alors stopper la douleur avec la chimie, on voit bien que c'est faisable. Protéger ce qui reste, c'est essentiel. Mais la véritable frontière médicale qu'on franchit aujourd'hui, c'est la reconstruction. Et là, on entre dans le futur. Ouais, forcer le corps à recréer ce qui a été détruit. Le piratage biologique pur. Parlons des thérapies régénératives de demain, qui sont en fait déjà là. La première mentionnée dans nos sources, c'est la thérapie génique. Rien que le nom, ça sonne science-fiction. Complètement.
On parle de l'introduction directe de gènes dans les cellules articulaires. Et la cible, c'est une protéine spécifique, l'IL-1RA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait cette protéine? Bien sûr. L'IL-1RA, c'est l'antagoniste du récepteur de l'interleukine 1. Pour faire très simple, quand l'articulation est en crise, elle produit de l'interleukine 1, qui est le messager de l'inflammation et de la destruction. C'est le signal d'autodestruction. C'est lui qui cause l'érosion du cartilage et la formation des ostéophytes. Ces fameux becs osseux hyper douloureux qui poussent n'importe comment. Voilà. En introduisant le gène de l'IL-1RA, on force les cellules à fabriquer un faux messager. Il a la même forme que l'interleukine 1, il va se brancher sur les récepteurs, mais il ne déclenche rien. Il bloque la serrure, tout simplement. Donc le vrai messager de destruction ne peut plus passer. Et ça stoppe net l'érosion et la formation d'ostéophytes. Waouh, on bloque l'ordre d'autodestruction. C'est génial. Et après la génétique, on a les fameuses cellules souches, les MSC. Les cellules souches mésenchymateuses, oui. Et les sources précisent qu'elles sont dérivées de la moelle osseuse ou extraites du tissu adipeux, donc la graisse. Mais j'ai vu que pour la moelle osseuse, on les récupérait via une ponction sternale. Extraire de la moelle en piquant le sternum en pleine poitrine, ça a l'air vachement intense, hein? C'est vrai que c'est une procédure très invasive, mais le potentiel de ces cellules est incroyable. Une fois injectées, elles vont moduler l'environnement inflammatoire et orchestrer la réparation tissulaire. Elle dirige les travaux en gros. Et ce rôle de chef de chantier, on le retrouve aussi avec le PRP, le plasma riche en plaquettes. Ah, le PRP, c'est une révolution. On utilise, je cite, les facteurs de croissance autologues, donc tirés du propre sang du patient. C'est ça, on centrifuge le sang pour isoler les plaquettes. Et le but, c'est de stimuler la réparation et la néovascularisation, donc créer de nouveaux vaisseaux sanguins. Mais moi, une question qui me brûle les lèvres. Comment des plaquettes liquides tirées de notre propre sang et injectées au hasard dans une articulation endommagée savent-elles exactement où construire de nouveaux vaisseaux sanguins? Elles n'ont pas de GPS? C'est une super question. Et la réponse, ce sont les facteurs de croissance autologues. En fait, le corps possède déjà tous les plans de construction en lui. Les clans sont déjà là? Oui, quand un tissu souffre, il libère des molécules de détresse dans l'environnement. Ça crée ce qu'on appelle un gradient chimique. Et les plaquettes du PRP, elles agissent comme des chefs de chantier biologiques. Elles sentent ces molécules de détresse? Exactement. Elles suivent la piste chimique jusqu'à la lésion et là, elles ordonnent la réparation, elles stoppent l'érosion et elles guident littéralement la création des nouveaux capillaires sanguins vers la zone morte. C'est juste incroyable. Le niveau de sophistication du corps. Pour résumer très rapidement notre parcours intellectuel, parce qu'on a vu énormément de choses. Oui, le chemin est dense. On a commencé par débusquer le problème caché grâce à l'échographie qui voit la gaine synoviale et la gammagraphie qui traque la panique cellulaire. Ensuite, on a vu la précision chirurgicale de l'arthroscopie et ce fameux nettoyage à la curette pour forcer la cicatrisation. Le saignement contrôlé, ouais. On a navigué dans le compromis ultra risqué des corticoïdes et de l'amicacine, avec le secours de l'acide hyaluronique et de l'adécan. Pour finir sur de la vraie science-fiction devenue réalité, les cellules souches, l'IL-1 et le PRP qui ordonnent aux vaisseaux de pousser. C'est vraiment la preuve que l'articulation n'est pas juste un vulgaire rouage mécanique. Non, c'est pas juste une charnière en métal, c'est un écosystème vivant qui est capable, avec les bonnes impulsions, de véritables miracles de régénération. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse. Si des techniques comme l'introduction de gènes avec l'IL-1 et le guidage cellulaire par le PRP peuvent réparer l'érosion et ordonner à du sang nouveau de couler dans des zones mortes, arrivera-t-il un jour dans un futur très proche où des concepts comme l'usure liée à l'âge ou l'arthrose ne seront plus du tout considérés comme une fatalité inévitable? C'est la grande question. Est-ce qu'on finira par les voir simplement comme une condition mécanique parfaitement réversible sur demande? C'est une pensée fascinante à garder en tête pour clôturer cette exploration. Un athlète de haut niveau ou même un jeune cheval de course d'une valeur inestimable qui s'effondre soudainement en plein effort. C'est une image frappante. Ouais, c'est toujours dramatique. Et la cause de cette défaillance, c'est pas une fracture traumatique due à un accident spectaculaire, c'est pas un faux pas non plus. Non, en fait, c'est beaucoup plus insidieux. Exactement. C'est une erreur microscopique de construction cellulaire. Une sorte de faille silencieuse déclenchée des mois plus tôt, genre par un simple repas ou une poussée de croissance un peu trop rapide. On a toujours cette attente de perfection quand on regarde un corps en mouvement, quoi.
C'est vrai, on a cette idée d'une ingénierie biologique sans faille, où chaque os, chaque cartilage s'emboîte au millimètre près. Et c'est justement ce qui nous amène à notre sujet. D'accord? Décortiquons cela. La mission de cette analyse approfondie aujourd'hui, c'est de décoder des notes médicales super denses sur de vrais mystères de la mécanique articulaire. On parle de l'ostéochondrose, l'OC, et de l'ostéochondrite disséquante, l'OCD. Voilà, des termes cliniques un peu effrayants pour décrire au final un chantier de construction biologique qui déraille complètement. Et le but de cette exploration, c'est de rendre tout ça amusant, clair et vraiment facile à comprendre pour quiconque s'intéresse à la mécanique du corps. Et dérailler, c'est vraiment le mot juste. Parce que la biologie, c'est une mécanique d'une précision redoutable, mais elle opère sur un fil du rasoir. Un équilibre très précaire en somme. Tout à fait. Les structures qu'on imagine définitives, comme les articulations, sont le résultat d'un assemblage extrêmement sensible. La moindre petite variation dans le calendrier d'assemblage pendant la jeunesse peut tout casser. Du coup, pour comprendre le problème, il faut d'abord regarder comment l'os est censé se former à la base, non? C'est ça. Les notes cliniques nous parlent du processus d'ossification endochondrale. Un nom bien compliqué. Ouais, mais le concept est simple. Chez un organisme qui grandit, la plupart des os longs ne se forment pas directement en os dur. Le corps commence par fabriquer une maquette, un modèle en cartilage souple. D'accord. Donc, si je prends l'image d'un chantier de construction, ce cartilage, c'est un peu comme les échafaudages. Absolument. C'est une structure temporaire. Normalement, des vaisseaux sanguins doivent pénétrer cette structure pour amener des cellules osseuses qui vont remplacer le cartilage par de l'os. Donc, on a besoin de l'échafaudage métallique pour monter les murs au début, mais une fois que les briques sont prêtes, on démonte les échafaudages. C'est logique. Et c'est là que l'ostéochondrose, l'OC, entre en jeu. La transition échoue. Ah, les ouvriers font grève. En quelque sorte, le processus s'arrête prématurément. Les cellules de cartilage continuent de s'accumuler au lieu de laisser la place à l'os. Les échafaudages ne sont jamais démontés. On empile des planches au lieu de poser des briques, quoi. Exactement. Et le résultat direct, c'est qu'on se retrouve avec des zones où la couche de cartilage est anormalement épaisse. Et ce qui est fascinant ici, c'est que cette épaisseur de cartilage, qui pourrait intuitivement sembler être une bonne chose, est en fait le cœur du problème. Attends, c'est super contre-intuitif ça. Si on réfléchit en termes d'amortissement, un cartilage, ça sert de coussin entre deux os. Ouais, pour absorber les chocs. Donc la logique, ce serait de se dire qu'un coussin plus gros, plus épais, il protège mieux. Pourquoi est-ce que ça devient soudainement fragile? C'est une très bonne question. Et la réponse se trouve dans la biologie des cellules. Le cartilage a une particularité rarissime. Il est totalement avasculaire. Avasculaire, c'est-à-dire zéro vaisseau sanguin. Zéro. Aucun. Pour survivre, les cellules à l'intérieur, les chondrocytes, dépendent uniquement d'un processus de diffusion lente. D'accord, donc elles absorbent la nourriture comme une éponge. C'est ça. Elles absorbent l'oxygène et les nutriments du liquide synovial, le lubrifiant de l'articulation, à travers la masse de cartilage. Ah, je vois le problème arriver. S'il y a trop d'épaisseur, Voilà. La physique de la diffusion ne fonctionne que sur des distances microscopiques. Si le cartilage devient trop épais, le centre de la masse est isolé. les nutriments n'arrivent plus jusqu'au milieu. Exactement. Ça crée une barrière infranchissable. Et ça mène à ce qu'on appelle l'ischémie. Le flux vital est rompu Les cellules s'étouffent. et meurt. C'est la nécrose. Le cartilage pourrit littéralement de l'intérieur, même s'il a l'air intact en surface. C'est fou. C'est un effondrement structurel totalement invisible. Un échafaudage qui a l'air solide, mais qui est mort au centre. C'est le stade de l'ostéochondrose, l'OC. La lésion est là, le centre est nécrosé, mais ça reste fixé sur l'os. Ce qui nous amène exactement à la grande différence avec l'OCD, non hein? À quel moment ça devient une urgence? Le changement de diagnostic en OCD, l'ostéochondrite disséquante, se fait quand la physique s'en mêle. Sous le poids du corps, cette zone morte cède, des fissures se créent. Et ça casse. Ouais, des lambeaux se détachent, ce que les notes appellent des flaps, et se mettent à flotter librement dans l'articulation comme des fragments ou des chips. Pour bien visualiser ça, on pourrait comparer ça à un nid de poule sur l'autoroute. L'OC, c'est le nid de poule qui se forme. L'asphalte est affaibli par le dessous, c'est dangereux, ça secoue, mais le trou reste à sa place. Une lésion fixe, ouais. Mais le CD, c'est quand les morceaux d'asphalte sont complètement arrachés et qu'ils rebondissent directement dans le moteur des voitures qui passent. Ça crée un chaos total.
Si on relie cela à une vue d'ensemble, l'introduction de débris solides dans une articulation fermée, c'est catastrophique. J'imagine, ouais. C'est censé être super bien lubrifié? Tout à fait. Quand un fragment de cartilage mort se met à flotter et se coince entre les surfaces articulaires en mouvement, ça ruine l'intégrité du système. Ça détruit les surfaces saines autour. Ça fait comme du papier de verre, quoi. Exactement. Et ça déclenche une inflammation violente, une accumulation de liquide synovial et une douleur aiguë. Et ici, les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si on a ce chaos dans l'articulation, la question c'est de savoir ce qui a provoqué cette erreur de construction au tout début. Les coupables, en fait. Ouais, les coupables du chaos. Nos sources parlent de génétique, d'excès de glucides, de déséquilibre entre le cuivre et le zinc, de croissance rapide et d'exercice intense chez les jeunes. C'est une combinaison fatale en réalité. Il ne faut pas les voir comme des éléments isolés. Attends, je veux bien pour l'alimentation, mais l'exercice. L'exercice, c'est pas universellement recommandé pour la croissance? Pourquoi ça devient coupable? Alors, l'exercice est super pour une structure saine. Mais là, on parle d'un jeune organisme qui grandit trop vite à cause des glucides. Ah, les glucides accélèrent le chantier. Énormément. Ils provoquent des pics d'insuline, ce qui modifie les hormones de croissance comme l'IGF-1. Les cellules se multiplient à un rythme effréné sans avoir le temps de se solidifier en os. Donc on a déjà un cartilage trop épais et de mauvaise qualité. Voilà. Et par-dessus ça, on a le problème des minéraux. Les notes insistent sur le cuivre et le zinc. Comment ça marche, cette histoire de cuivre et de zinc? Le cuivre est essentiel pour une enzyme, la lysyl-oxydase. C'est elle qui crée les liaisons dans le collagène pour le rendre solide. Sans cuivre, le collagène est lâche, la structure est faible. Et le zinc vient de bloquer le cuivre. C'est une compétition directe lors de la digestion. S'il y a trop de zinc dans l'alimentation, il sature les transporteurs. Le corps ne peut plus absorber le cuivre, même s'il y en a dans la ration. Waouh! Donc on a un jeune qui grandit trop vite, un cartilage trop épais qui s'étouffe, et un collagène hyper fragile parce que le zinc a bloqué le cuivre. Exactement. L'os est déjà en péril. Et c'est là que l'exercice entre en jeu et casse tout. C'est ça. Si on ajoute des sauts, des courses, des impacts sur cette structure ischémique et nécrosée, la pression fait céder le cartilage mort. L'exercice ne cause pas la maladie, il la révèle. Il fait exploser la bombe à retardement. Tout à fait. Ça transforme l'OC silencieuse en OCD catastrophique avec des lambeaux qui flottent partout. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les localisations typiques? Les notes mentionnent des zones très précises. Le jarret, ou tarse, le genou, ou grasset, et le boulet, ou ménudillo. Ces termes vétérinaires désignent des articulations qui subissent des contraintes biomécaniques extrêmes. La scène de crime idéale, en somme. Exactement. Le jarret, c'est notre cheville, le grand ressort propulseur. Le grasset, c'est le genou, avec une force de levier immense. Et le boulet, très bas sur la jambe, agit comme un amortisseur suspendu. Il supporte tout le poids. Lors d'un atterrissage, pour un animal de plusieurs centaines de kilos, le boulet encaisse une force de compression colossale. La marge d'erreur est inexistante. Donc s'il y a un petit espace vide, un défaut de l'épaisseur d'un cheveu sous la surface, L'impact écrase cette cavité, les forces de cisaillement pulvérisent le cartilage. Ces zones sont de véritables bombes à retardement si l'ossification a raté. c'est vraiment fascinant quand on retrace tout le parcours. On part d'un simple problème d'échafaudage cellulaire, des cellules qui refusent de partir. Ouais, une erreur d'horlogerie au départ. Ça crée un nid de poule caché, l'OC, et sous la pression de l'exercice, paf, ça lance des fragments dans les rouages, l'OCT. Le tout influencé par la quantité de glucides qu'on mange et notre ratio de zinc et de cuivre. C'est exactement ça. Et cela soulève une question importante. Laquelle? Si un détail aussi minuscule qu'un léger déséquilibre nutritionnel entre le cuivre et le zinc peut empêcher le cartilage de se transformer en os Ouais. et détruire complètement la mécanique d'une articulation en pleine croissance. Quelles autres réactions en chaîne invisibles se produisent en ce moment même dans un organisme vivant? Juste à cause d'un repas légèrement déséquilibré? Exactement. Surtout avec la sélection génétique intensive aujourd'hui, on pousse ces organismes à grandir toujours plus vite, on dépasse peut-être les limites physiques de la diffusion des fluides. Une limite architecturale absolue de la biologie. C'est une pensée assez vertigineuse pour clore cette exploration. La nutrition, c'est pas juste des calories, c'est vraiment de la micromécanique. Tout à fait. Un chantier permanent, où chaque molécule compte. C'est passionnant. Eh bien, on en reste là pour cette analyse de l'OC et de l'OCD, une mécanique vraiment complexe, mais tellement logique au fond. Pour soigner un cheval de course dont la patte arrière est atrocement douloureuse,
La médecine vétérinaire utilise parfois une approche qui semble tout droit sortie d'un atelier de menuiserie brutale. Ah oui, c'est vraiment l'image, ouais. Bah oui, parce qu'on parle de prendre une perceuse, de détruire le peu de cartilage qu'il reste dans l'articulation et de forcer les os à fusionner définitivement. Et le plus fou, c'est que ça fonctionne. C'est une méthode radicale, mais d'une efficacité redoutable. Bon, décortiquons tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. L'objectif aujourd'hui, c'est de plonger dans des notes cliniques brutes, des trucs très pointus sur une pathologie équine spécifique, et de rendre ça absolument limpide. C'est un sacré défi de traduire tout ce jargon, mais on va y arriver. Notre mission, c'est de comprendre comment la science transforme un problème biologique insoluble en un pur défi d'ingénierie physique et neurologique. Et nos sources du jour portent sur un mystère médical connu sous le nom d'Esparavan osséo. En français, on appelle ça l'éparvin osseux. Alors pour commencer, l'information clinique de base définit l'Esparavan osséo comme une ostéoarthrite dégénérative. Et le détail fondamental à isoler tout de suite, c'est la localisation. D'accord, donc ça ne frappe pas au hasard. Non, pas du tout. Ça touche spécifiquement les articulations à faible mobilité du tarse. Les notes mentionnent de manière très précise les zones intertarsiennes distales et tarso-métatarsiennes. C'est très localisé. Le tarse, juste pour situer visuellement sur l'anatomie d'un cheval, c'est cette articulation très anguleuse qu'on voit au milieu des pattes arrière, c'est bien ça? Ouais, exactement. C'est en fait l'équivalent biomécanique de notre cheville ou de notre talon chez l'être humain. D'accord. Mais il y a un truc qui m'interpelle d'emblée dans ta définition. Le cheval, c'est un peu l'incarnation même du mouvement fluide, de la vitesse. Pourquoi trouverait-on des articulations, je cite, à faible mobilité dans une machine conçue pour galoper? C'est une super question. En fait, la biomécanique équine, c'est une question de gestion des forces extrêmes. Le tarse n'est pas juste un os unique et massif. C'est plusieurs pièces. Oui, c'est une architecture hyper complexe. Ce sont plusieurs petits os empilés qui sont séparés par du cartilage et qui baignent dans du liquide synovial. Un peu comme un système d'engrenage, quoi. C'est ça. Contrairement aux genoux ou à l'épaule qui, eux, font de gigantesques mouvements de balancier pour créer l'amplitude de la foulée, ces petites articulations du tarse ont un rôle tout autre. Elles font quoi, du coup? Elles agissent comme des amortisseurs de choc à très haute pression. Quand un animal d'une demi-tonne atterrit sur le sol à pleine vitesse, la force de l'impact est phénoménale. Ah ouais, j'imagine même pas la pression sur ces tout petits os. Voilà. Si le tarse était hyper mobile, la structure s'effondrerait complètement sous la charge. Donc sa faible mobilité naturelle, c'est ce qui lui permet de maintenir une stabilité de fer tout en absorbant les micro-vibrations pendant la propulsion. Ah, je vois. Et le terme ostéoarthrite dégénérative prend tout son sens du coup. Ces amortisseurs subissent des milliers d'impacts et inévitablement, ils finissent par s'user, c'est logique. C'est exactement le problème. Le cartilage, ce fameux coussin protecteur, se dégrade au fil du temps. Et l'usure détruit progressivement ce coussin. Donc les os finissent par se toucher. Ouais, les surfaces osseuses qui devraient glisser harmonieusement se retrouvent à nu. Elles commencent à frotter directement les unes contre les autres. Aïe, ça doit faire super mal. C'est affreux. Ce frottement mécanique permanent crée une inflammation locale sévère. Ça déclenche la formation de déformations osseuses, des trucs irréguliers, et ça génère une douleur aiguë au cœur de la patte. Mais avant d'aborder les solutions extrêmes de la médecine vétérinaire, il faut comprendre comment ce problème interne se voit de l'extérieur. Je veux dire, un cheval ne peut pas juste nous dire qu'il a mal au tarse. C'est quoi le signe d'alerte qui pousse à consulter? Les sources cliniques décrivent un symptôme principal très spécifique et paradoxalement assez trompeur. C'est une claudication intermittente. Intermittente, donc il ne boite pas tout le temps. Non, c'est ça qui est dingue. Le cheval se met à boiter, mais pas de manière constante. La subtilité, et c'est très contre-intuitif, c'est que cette claudication s'améliore de façon notable avec le repos. Ah oui, c'est un véritable piège diagnostique ça. On observe l'animal boiter de manière prononcée après un effort, on le rentre au box, on le laisse tranquille, et paf, le lendemain matin, il semble marcher normalement. Exactement. L'observateur naturel pourrait se dire que c'est juste une fatigue musculaire ou un petit faux mouvement qui est déjà guéri. Alors qu'en réalité, la dégénérescence est toujours là dans le tarse, elle attend juste le prochain pic de pression pour se réveiller. Voilà. La nature de l'ostéoarthrite est profondément fluctuante. La douleur suit la courbe de l'inflammation. Et le vocabulaire clinique utilisé dans nos sources pour décrire le comportement de l'animal est hyper frappant. Vas-y, dis-moi. Il est noté que le cheval, en espagnol, baila.
ce qui se traduit par il danse. En fait, c'est une stratégie d'évitement active pour ne pas fléchir le membre touché. À l'image du cheval qui danse. C'est une compensation biomécanique poussée à l'extrême. Si on pense à un être humain qui a une cheville très raide ou super mal au genou, pour avancer sans utiliser cette articulation, le corps entier doit inventer une nouvelle démarche. C'est tout à fait ça. On fait des petits sauts bizarres. Ouais, des petits sauts saccadés, on jette son poids vers la jambe saine, tout en gardant le membre douloureux raide comme un piquet. C'est une sorte de chorégraphie d'urgence pour ne pas souffrir. Et le cheval fait pareil avec son tarse. Il invente une démarche compensatoire hyper complexe, ouais. Le système nerveux fait un calcul d'une rapidité impressionnante. Il identifie la fraction de seconde et l'angle exact qui déclenche la douleur. Et il reprogramme tout, hein. Exactement. Il reprogramme instantanément la motricité de l'animal pour contourner ce mouvement précis. Le cheval modifie l'angle d'attaque de sa foulée et la distribution de son poids sur les 3 autres membres. Mais déporter des centaines de kilos de travers comme ça doit créer des tensions dévastatrices sur le dos et les autres pattes, non? Ah bah c'est pas du tout soutenable sur le long terme. Le diagnostic formel devient indispensable pour stopper cette réaction en chaîne. Et c'est là que la radiographie classique entre en jeu. Le passage à la radiographie, c'est l'étape cruciale. On projette des rayons X sur cette architecture. Mais qu'est-ce qu'on cherche concrètement sur ces clichés en niveau de gris pour confirmer cet éparvient osseux? L'évaluation porte principalement sur l'intégrité de l'espace articulaire. Sur une image saine, l'os apparaît en blanc brillant. Le cartilage, lui, laisse passer les rayons, donc il se voit comme une belle ligne sombre, un vide bien régulier entre les os. D'accord. Et quand c'est malade? Dans le cas d'une dégénérescence avancée, les notes précisent qu'on observe soit une fuite de cet espace articulaire, soit sa fusion complète. Le texte source emploie le terme espagnol fuga pour parler de fuite. Mais ça ressemble à quoi visuellement cette fuite sur un écran? Il faut qu'on matérialise ça. C'est comme observer 2 blocs de marbre lisses, parfaitement séparés par une épaisse couche de caoutchouc noir. Au début, la bande noire est super nette, mais avec la maladie, ce caoutchouc s'effrite. Donc la ligne noire disparaît. C'est ça. La fuite, c'est le moment où cette belle ligne noire commence à se brouiller, à se remplir d'un blanc granuleux et anarchique. L'espace se réduit de manière irrégulière, les contours de l'os deviennent dentelés, presque rongés. Et la fusion dont tu parlais, c'est quoi? La fusion, c'est le stade final. Le corps tente désespérément de stabiliser cette zone qui s'auto-détruit, donc il produit du nouvel os de manière incontrôlée. Sur le cliché final, l'espace sombre est gommé. Les 2 os distincts sont devenus une seule masse solide. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à cette articulation qui s'érode et tente de se souder elle-même en générant une douleur insupportable, la médecine vétérinaire dégaine sa première ligne de traitement. Et c'est là qu'on arrive dans le vif du sujet. Ouais, parce que c'est une approche qui défie toute logique. On a une articulation malade et la solution de nos dettes, c'est l'arthrodèse. En gros, on décide de terminer le travail de la maladie à la place du corps. C'est exactement le concept. L'arthrodèse, c'est la définition d'une fusion forcée et contrôlée. Le raisonnement mécanique est implacable. La douleur vient de la friction abrasive des os dégradés. Et comme on ne peut pas régénérer le cartilage détruit, Voilà, la médecine sait qu'on ne peut pas le réparer, donc la seule alternative pour éradiquer cette friction, c'est d'éradiquer le mouvement lui-même. Oui, la méthode chirurgicale utilise ce que les notes appellent des brocas, donc des forets chirurgicaux. L'intervention consiste à percer physiquement la zone articulaire, traverser l'os et pulvériser volontairement les résidus de cartilage. Attends, il faut vraiment s'arrêter sur cette image. Le vétérinaire prend littéralement un outil de perçage pour aggraver consciemment la blessure au cœur de la pâte à peau. C'est ça. Le but, c'est de créer un traumatisme tissulaire d'une telle ampleur qu'il va forcer l'organisme à déclencher une réponse de cicatrisation explosive. Une réparation d'urgence en gros. Exactement. En perçant ces canaux, le corps inonde la zone de cellules réparatrices. Il va produire massivement du nouveau tissu osseux pour combler les trous. Et en faisant ça, il fusionne les os adjacents entre eux. Donc ça crée un bloc solide et totalement inerte. Et l'autre méthode évoquée dans nos sources, elle est chimique, c'est ça Ouais, elle poursuit exactement le même but, mais différemment. On injecte des substances spécifiques directement dans la capsule articulaire. Mais injecter un produit chimique destructeur, ça soulève une question technique évidente.
comment on s'assure que ce truc ne se diffuse pas dans toute la pâte et ne liquéfie pas des structures saines au passage? Le génie de cette technique, c'est qu'elle utilise l'anatomie. L'articulation est enveloppée dans une capsule synoviale qui agit comme une poche étanche. Ah, donc le produit reste enfermé, voilà. On injecte dans cette poche hermétique, donc l'action corrosive reste confinée. Le produit va dissoudre rapidement le cartilage malade, mettant l'os à nu de manière uniforme, sans avoir besoin de forêt. Mais ça doit faire hyper mal au moment de l'injection, non? La douleur initiale est très aiguë, ouais. Mais une fois le cartilage dissous, l'os réagit à cette irritation chimique exactement comme avec la perceuse. Il produit un cal osseux et soude l'articulation. Et le dénouement de cette intervention, c'est le grand AA moment de notre analyse. Une fois que la fusion est terminée, que les os sont définitivement soudés, le résultat clinique est saisissant. Plus aucun mouvement, donc plus de friction. Et sans friction, la douleur est annihilée, l'articulation est figée pour toujours, mais le cheval ne ressent plus aucune gêne. C'est une vraie victoire du pragmatisme mécanique. Mais il faut vraiment reconnecter ça aux détails de localisation du tout début. On est dans des articulations à faible mobilité. C'est la clé de voûte. Parce que si un chirurgien soudait le genou d'un cheval de la même façon, l'animal ne pourrait plus plier la patte pour courir, ce serait fini. Complètement. La perte mécanique due à la fusion de cette zone spécifique du tarse est mathématiquement infime par rapport à l'amplitude de la jambe entière. Donc le cheval sacrifie quoi? Un tout petit millimètre d'amortissement? C'est ça, un mouvement résiduel qui n'est participé même pas à la propulsion. Et en échange, il regagne une motricité sans douleur. Le bénéfice est énorme par rapport au risque. N'empêche, imposer une soudure osseuse avec des forêts ou des injections, ça reste super lourd. C'est un peu comme réparer une montre suisse avec un poste à souder. Heureusement, nos notes révèlent d'autres pistes. Tout à fait, on a d'autres options. Si on refuse de bloquer l'articulation mécaniquement, il y a un moyen de s'attaquer exclusivement au signal de la douleur. Absolument. Les sources documentent une transition fascinante de l'ingénierie mécanique vers un vrai piratage neurologique. La deuxième procédure, c'est la neurectomie du nerf péronnier profond. Le terme neurectomie, ça implique de couper quelque chose. On parle bien de trouver le nerf et de le trancher net? Oui. L'objectif, c'est la désensibilisation totale de la région du tarse. Le nerf péronnier profond fonctionne comme un câble de données. Sa mission, c'est de capter le signal d'alarme de l'os malade et de l'envoyer au cerveau. Et le cerveau traduit ça en douleur. Exact. La procédure consiste à ouvrir, repérer ce câble spécifique et le sectionner. La connexion est rompue, le cerveau ne reçoit plus la donnée, donc la douleur cesse d'exister neurologiquement. C'est incroyable. C'est comme entendre l'alarme incendie d'un bâtiment hurler, et plutôt que de chercher un extincteur, on descend dans la salle des serveurs pour couper le fil du haut-parleur. C'est une super métaphore. Le feu continue de brûler, la dégénérescence est toujours là, mais le système central ne le sait plus. Mais du coup, ce silence artificiel permet au cheval de reprendre sa démarche normale. Il ne fait plus sa petite danse compensatoire puisqu'il ne sent plus l'irritation. Et c'est là que les notes mettent en lumière un fait hyper intrigant. Le professeur qui a écrit ces sources souligne que cette neurectomie spécifique est l'une des rares à autoriser le cheval à reprendre le sport de haut niveau. Attends, il faut absolument s'arrêter là-dessus. La logique semble hyper dangereuse, masquer artificiellement la douleur d'un athlète d'une demi-tonne et le renvoyer sur une piste. Ça paraît fou, c'est vrai. Bah oui, s'ils ne sont plus les limites de sa patte, il risque de pulvériser son articulation en plein effort sans rien voir venir. Ce risque, c'est justement la raison d'être d'une règle très stricte en médecine équine. Et les sources clarifient ce paradoxe avec une comparaison. Elles rappellent que les neurectomies sur les parties inférieures de la patte, comme le nudo, le boulet ou le casco, le sabot, signent la fin de la carrière du cheval. Ah bon? Mais pourquoi trancher un nerf au niveau du sabot, c'est la fin du sport, alors qu'au niveau du tarse, c'est bon pour la compétition? C'est quoi la différence anatomique? La réponse, c'est la proprioception. C'est un concept neurologique fondamental. C'est la capacité du système nerveux à savoir où se trouve le corps dans l'espace sans le regarder. D'accord. Donc c'est l'équilibre. Ouais. Si on sectionne les nerfs majeurs qui descendent au sabot, on éteint la douleur, mais on coupe aussi toutes les infos proprioceptives. Le cheval ne sent plus la texture du sol. Il ne sait plus s'il est sur du plat, du glissant ou si le terrain se dérobe. Ah oui, faire galoper un animal de cette taille sans qu'il sente ses propres pieds, c'est du suicide. C'est un danger de mort pour lui et le cavalier. Exactement, le moindre faux pas et c'est la chute. C'est comme lancer une voiture de course à 300 à l'heure en ayant débranché le retour de force du volant. Le pilote ne sent plus l'adhérence des pneus,
S'il coupe le système en bas de la jambe, le cheval devient aveugle de ses appuis. Mais la spécificité du nerf péronnier profond au niveau du tarse, elle, change tout. Son architecture est différente, ce nerf a une fonction sensorielle extrêmement localisée sur cette articulation précise. Donc on ne coupe pas le ressenti du sabot? Non, voilà le coup de génie. En le sectionnant à cet endroit stratégique, on éteint la douleur des os en friction tout en préservant intacts les autres circuits qui descendent vers le sabot. C'est un vrai chef-d'œuvre de précision, quoi. C'est ça. Le cheval ne sent plus son arthrite, mais il conserve une conscience parfaite de la façon dont ses sabots percutent le sol. Le piratage neurologique est ciblé avec la précision d'un scalpel. Avoir cartographié le câblage interne d'un animal avec une telle minutie, savoir quel fil déconnecter sans compromettre l'équilibre, c'est fascinant. Mais on a parlé de l'os et du nerf. L'anatomie ne s'arrête pas là. Les tissus mous autour doivent aussi souffrir, non? Énormément. Et ça nous amène à la troisième et dernière méthode des notes cliniques, la ténotomie cunérienne. Ténotomie. Donc, on s'attaque au tendon cette fois. Exactement. La procédure, très simplement, c'est de sectionner le tendon cunéiforme. L'argumentaire clinique pour faire ça est basé sur une dynamique purement mécanique. Il faut soulager la pression. Soulager la pression en coupant un tendon majeur, il faut qu'on donne une image concrète pour bien saisir. Imaginons ce tendon comme un élastique industriel hyper épais, tendu au maximum, d'un bout à l'autre de la patte. Très bonne image, ouais. Et cet élastique surpuissant passe exactement par-dessus la zone ravagée par l'arthrite, qui est déjà gonflée et enflammée. Du coup, il exerce une force de compression permanente. Il écrase les structures en dessous, bloque le sang et crée de la friction. C'est exactement ce qui se passe. Et si le chirurgien glisse sa lame et tranche cet élastique sec, la tension se dissipe instantanément. L'articulation meurtrie est libérée de cet étau et le système respire à nouveau. La dynamique de l'élastique en surtension, c'est hyper juste. Parce que le trajet naturel du tendon cunéiforme le fait passer géométriquement juste au-dessus des articulations touchées par les parevins osseux. Donc c'est le pire endroit possible. Et le problème s'aggrave, parce que l'ostéoarthrite provoque aussi des excroissances osseuses, des petites bosses dures, et le tendon vient racler et comprimer ces nouvelles bosses hypersensibles à chaque mouvement. Ah, l'horreur. Donc la ténotomie supprime cette bande de contention qui étouffait la région. Mais j'ai une question évidente. Si on sectionne un tendon de cette taille, les extrémités vont se rétracter. Elles ne cicatriseront jamais avec la même tension. La jambe du cheval ne perd-elle pas une partie vitale de son intégrité? À quoi servait cet élastique en fait? C'est là qu'intervient la notion de redondance structurelle dans la biomécanique équine. La redondance. Il y a des pièces en double? En quelque sorte, oui. Le tendon cunéiforme apporte du soutien, mais contrairement aux grands ligaments qui empêchent le boulet de s'écraser, son rôle dans la posture globale est secondaire. Donc la jambe ne va pas s'effondrer? Non, la perte de tension n'entraîne pas l'effondrement de l'édifice. Le soulagement massif de la douleur locale surpasse de loin la légère perte de tension globale. Le chirurgien sacrifie un petit élément de maintien externe pour sauver l'interne. C'est une véritable boîte à outils biomécanique qu'on vient d'ouvrir. Si on dresse la synthèse de cette plongée au cœur des sources, le parcours est dingue. Ah, c'est sûr, on part de loin. On commence par un cheval qui fait une drôle de danse pour fuir la douleur. Ce symptôme nous guide vers des radiographies qui montrent une fuite articulaire, ce fameux ESPA Rovanian OCO, l'usure de ces minuscules amortisseurs du tarse. Et pour contre ça, l'analyse a révélé 3 méthodes d'intervention totalement distinctes. Oui, on a la redéfinition de la charpente osseuse avec la fusion forcée, l'arthrodèse. Ensuite, on a le piratage du réseau électrique avec la neurectomie. Et enfin, le relâchement de l'étau tendineux avec la ténotomie. La médecine propose vraiment 3 façons de contourer le problème. L'objectif, c'est plus de restaurer l'anatomie originale de manière utopique, c'est vraiment d'adapter pragmatiquement ce qui reste pour que ça fonctionne. Et ça démontre que la médecine, à ce niveau, ça ne se limite plus à donner des antalgiques. Ça prend un système biologique, ça le démonte mentalement, et ça réécrit les règles. Le corps est carrément réingénierisé. C'est vraiment fascinant quand on y pense. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si la science est capable d'éliminer la douleur mécanique, en provoquant sciemment une fusion définitive, ou en sectionnant un capteur d'alarme pour qu'un athlète retourne à la haute performance, Ça pose question, c'est sûr. où se situe exactement la limite physique et conceptuelle entre la véritable guérison d'une structure biologique et le piratage magistral de ces mécanismes d'alerte naturelle? C'est une sacrée question. C'est une réflexion fascinante sur la nature de l'ingénierie médicale.
Un truc à garder en tête la prochaine fois qu'on verra un athlète d'une demi-tonne s'élancer avec une fluidité apparemment parfaite. Il suffit d'imaginer une seconde une béquille de vélo. Ouais, Une béquille super robuste, conçue par la nature, et dont l'unique but est de maintenir une masse colossale de 500 kilos parfaitement debout pendant son sommeil. c'est un vrai tour de force de l'évolution. C'est une merveille d'ingénierie biologique, oui. Mais du coup, la vraie question, c'est que se passe-t-il quand cette fameuse béquille refuse catégoriquement de se replier au moment de repartir? La machine s'enraye, tout simplement. Ce qui était un avantage incroyable se transforme instantanément en un véritable cauchemar biomécanique pour l'animal. Et c'est exactement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. On va se plonger dans une curiosité médicale et mécanique vraiment fascinante de l'anatomie équine. La fixation de la patella. C'est ça, ou l'accrochement de la rotule, pour faire simple. Notre matériel de base, c'est un extrait clinique vétérinaire hyper dense, un texte rédigé par un professeur qui détaille la mécanique, les causes, les symptômes et les traitements de cette pathologie. Une vraie mine d'informations. Exactement. Et notre mission, c'est de prendre cette mécanique interne, cette espèce de haute technologie naturelle, et d'en décortiquer absolument chaque rouage. Et pour décortiquer ce problème, il faut d'abord observer le mécanisme de repos en situation normale. Ouais, comment ça marche quand tout va bien? Voilà. Pour qu'un cheval puisse dormir debout sans que ses muscles ne s'épuisent et ne cèdent sous son propre poids, la nature a mis en place un système de verrouillage. En gros, la rotule vient s'accrocher sur un relief de l'os, la lèvre médiale de la trochlée fémorale. D'accord. Et elle y est sécurisée par une boucle formée par les ligaments. C'est un crochet naturel, purement physique. Donc la béquille est déployée, le système est verrouillé, et l'animal peut relâcher son effort musculaire. Exactement. Sauf que bon, décortiquons ça un instant, parce que la note clinique pointe une anomalie super spécifique. Elle indique que la pathologie survient lorsque la rotule reste bloquée sur ce ligament en raison d'une laxité de ce dernier. Un relâchement. Ouais, et ça me pose un vrai problème de logique. En mécanique, quand un câble est lâche ou souffre de laxité, il glisse ou il lâche prise, il ne se bloque pas. Pourquoi est-ce qu'une perte de tension provoquerait un blocage? C'est hyper contre-intuitif. C'est vrai que ça paraît paradoxal, mais la contradiction n'est qu'apparente. En fait, il faut regarder comment le système se déverrouille. Ok, j'écoute. Pour désengager ce crochet osseux et permettre de plier la jambe, le grasset, le muscle quadriceps doit se contracter. Donc le gros muscle de la cuisse tire vers le haut. C'est ça. Cette contraction tire sur l'ensemble de l'appareil pour soulever la rotule, la dégager de son encoche et la ramener dans son sillon normal. C'est une simple question de transfert de force. Ah, je vois. Le quadriceps, c'est le moteur, et les ligaments sont les câbles de transmission. Parfaitement résumé. Maintenant, introduisons cette fameuse laxité dans le ligament. Si ce câble spécifique est détendu, que se passe-t-il quand le moteur, le muscle, se contracte? Le muscle tire, mais l'énergie est perdue à tendre le câble. Exactement. La première phase de la contraction ne sert qu'à rattraper le mou du ligament. Du coup, l'énergie se dissipe. La force finale qui arrive à la rotule n'est plus du tout suffisante pour la soulever au-dessus de l'os. Waouh. C'est vraiment comme essayer d'ouvrir un loquet super lourd avec une corde détendue. On a beau tirer sur la corde de toutes ses forces, l'énergie s'épuise à tendre le mou. Et la force n'atteint jamais le loquet. C'est fou, le loquet reste fermé et la rotule reste physiquement coincée sur son encoche. Le système est tellement bien conçu pour se verrouiller qu'il devient le prisonnier de sa propre architecture si la tension des câbles perd sa précision millimétrique. C'est l'illustration parfaite d'une défaillance par perte de calibrage. Le mécanisme n'est pas cassé au sens strict, il est juste désynchronisé. D'accord. Mais si cette laxité est le cœur du problème, on doit se demander ce qui provoque cette perte de tension à l'origine. La note clinique isole 4 coupables principaux. Vaillez. Un manque de développement du muscle quadriceps, une nutrition déficiente, une croissance trop rapide ou tout simplement la conformation naturelle de l'animal. Alors attends, arrêtons-nous sur la croissance rapide. J'y vois encore un paradoxe là-dedans. Si l'os s'allonge rapidement, la géométrie de la jambe s'agrandit. Oui. Logiquement, un câble attaché à une structure qui s'agrandit devrait être étiré et donc devenir plus tendu, non? Pas plus lâche. C'est une déduction super logique en mécanique pure. Mais la biologie du développement, elle, est asynchrone. Lors d'une poussée de croissance fulgurante, l'ostéogénèse, donc l'allongement des os, comme le fémur ou le tibia, précède souvent l'adaptation du muscle. Ah, donc l'os grandit plus vite que le muscle? Libre assez vite pour suivre le rythme.
C'est un peu l'équivalent de construire la charpente d'un bâtiment très haut, très vite, mais en gardant les fondations et les câbles de tension d'un bâtiment 2 fois plus petit. Super analogie. L'équilibre des forces est complètement rompu et le câble perd sa tension relative par rapport au nouvel angle de la jambe. D'accord, je comprends mieux. Et j'imagine que cette analogie architecturale s'applique aussi à la nutrition déficiente dont parlent nos sources ouges. Complètement. Sans un bon apport en protéines, le métabolisme n'a pas les briques, les acides aminés, nécessaires pour développer le muscle. Donc le quadriceps stagne. Pire, il peut s'atrophier. Son tonus de base diminue, ce qui relâche la tension permanente qu'il exerce sur le système, même au repos. Et la conformation alors? Comment la morphologie de base d'un cheval peut-elle créer cette laxité sans même qu'il y ait de problème de croissance ou de nutrition? La conformation dicte les angles articulaires dès la naissance. Un cheval qui a des membres postérieurs très droits, ce qu'on appelle une conformation campée, modifie la dynamique de base. Les angles sont trop ouverts. Exactement. L'angle naturel de l'articulation est tel que la distance de tension sur le ligament est nativement réduite. C'est un défaut de conception dès le départ, en fait. Le ligament n'a même pas besoin de s'allonger pour être lâche, l'angle lui donne déjà trop de mou. Ok, donc on a un câble détendu, soit par un moteur trop faible, soit par une structure osseuse inadaptée. Physiologiquement, c'est super clair. Ouais, la mécanique interne est implacable. Mais visuellement, sur le terrain, ça donne quoi? À quoi ressemble un animal de 500 kilos dont la béquille refuse de se replier? Le tableau clinique est indéniable, tu ne peux pas le rater. Le membre postérieur est figé en extension, étiré vers l'arrière. L'animal a une incapacité totale de plier le grasset et le jarret parce que les deux articulations fonctionnent ensemble. Donc la jambe se transforme en un espèce de long balancier rigide depuis la hanche. C'est ça. Et comme le genou est physiquement cadenassé, le cheval ne peut plus plier la jambe pour faire un pas normal. Il est forcé d'avancer en balançant toute sa jambe droite vers l'avant. Et la conséquence directe, très bien soulignée par la source, c'est que le cheval traîne la pince du sabot au sol. Le bout du pied qui frotte par terre. Exactement. Ce frottement continu, c'est pas juste un détail, c'est vraiment une signature de la maladie. D'ailleurs, quand le problème est intermittent, genre la rotule se bloque et se débloque par à-coups, l'usure anormale de la corne sur le bout du sabot est souvent le premier indice. C'est quand même fou. Quand on s'imagine un cheval avec une jambe arrière bloquée qui traîne le sabot sur le sable, le premier instinct, c'est d'imaginer une douleur atroce. Ouais, on pense tout de suite à une fracture ou une grosse déchirure. C'est ça? Mais c'est un biais classique. On associe toujours l'incapacité de bouger à une douleur aiguë. Pourtant, au moment précis où ça s'accroche, la douleur n'est pas le vrai problème. C'est un verrouillage purement osseux. Le système nerveux envoie bien le signal, quoi. Oui, le cheval essaye de plier la jambe, mais les pièces sont physiquement emboîtées. Comme une porte coincée dans ses gonds. Tu peux pousser de toutes tes forces. Tant que le loquet est fermé, rien ne bouge. C'est un problème d'ingénierie mécanique pur et dur. Absolument. Ce qui nous amène naturellement aux interventions, au traitement. Si c'est un problème mécanique, il faut sortir la boîte à outils. La note sépare d'ailleurs les approches en deux grandes stratégies. Les méthodes conservatrices pour rétablir la tension et la chirurgie quand il faut modifier le système de force. Commençons par le conservateur. Ça vise directement le moteur, donc le quadriceps. Tout à fait. La source mentionne l'exercice en dénivelé positif, en gros, faire monter des collines au cheval. D'accord. Biomécaniquement, travailler en montée exige une force de propulsion maximale de l'arrière-main. Le quadriceps est obligé de se contracter à fond pour pousser la masse de l'animal contre la gravité. Donc on force le moteur à travailler en sur-régime pour le faire grossir. En augmentant la masse du muscle, on espère qu'il retendra le ligament et effacera la laxité. C'est l'idée, et bien sûr, ça s'accompagne du régime riche en protéines dont on parlait pour fournir les matériaux de reconstruction. Logique. Il y a aussi une histoire de ferrure orthopédique dans la source, non? Oui, l'autre outil, c'est de modifier l'aplomb du pied en changeant l'angle du fer. Par exemple, en surélevant les talons. D'accord, donc on change l'angle au niveau du sol pour répercuter une modification millimétrique de la tension tout en haut, jusqu'au grasset. C'est hyper subtil. C'est ça. On espère que ce léger changement géométrique suffira à aider la rotule à se dégager. C'est global et non invasif. Sauf que, parfois, gonfler le moteur et modifier les angles, ça suffit pas. Non. Et c'est là qu'on passe à la chirurgie. Et justement, une des procédures m'a paru particulièrement audacieuse, le splitting. Ah oui, une technique redoutablement ingénieuse. La note décrit ça comme de multiples petites incisions réalisées directement dans le ligament pour créer une fibrose. Mais sur le papier, c'est insensé. Pourquoi tu dis ça?
On a un ligament qui est déjà défaillant, qui est trop lâche, et la solution, c'est de planter un scalpel dedans pour faire des micro-déchirures. N'est-ce pas affaiblir un truc qui l'est déjà? Vu comme ça, oui, mais l'objectif n'est pas d'affaiblir, c'est de relancer un cycle de cicatrisation très précis. En créant ces micro-incisions, le chirurgien provoque un traumatisme local. L'organisme réagit tout de suite avec une grosse inflammation. Et donc, le corps envoie ses cellules réparatrices. Exactement, les fibroblastes arrivent pour réparer les fibres sectionnées. Mais la matière utilisée pour cette réparation n'est pas identique au tissu d'origine. C'est du tissu cicatriciel, la fameuse fibrose. C'est ça. Et ce tissu a des propriétés mécaniques très différentes. Il est plus dense, moins élastique, et surtout il a la particularité de se rétracter en mûrissant. Oh, incroyable! C'est comme le principe d'un élastique de vêtement détendu. Au lieu de le changer, on y fait des points de couture super serrés. Ouais, très bonne image. En cicatrisant autour de ces points, le tissu global perd de sa longueur et se crispe. Donc la fibrose induite par le splitting va littéralement épaissir et raccourcir le ligament. Ce qui corrige la laxité du départ, oui. On pirate littéralement le système de guérison du corps pour régler un problème de physique. C'est brillant. Mais la note aborde aussi l'ultime recours, quand ni les collines ni le splitting ne fonctionnent. Le desmotomie du ligament rotulien médial. La section définitive, on ne fait plus de petites incisions, là on coupe le câble en deux. C'est l'approche radicale. En coupant ce ligament, on détruit physiquement la boucle qui permet à la rotule de s'accrocher sur l'os. Donc l'accrochement accidentel devient impossible. Anatomiquement impossible, oui. Le cheval peut de nouveau plier la jambe instantanément. Mais le prix à payer est lourd, non? En coupant ce câble, on désactive de façon permanente ce côté du mécanisme de repos. Exact. Le cheval perd une grande partie de sa capacité à verrouiller sa jambe pour dormir debout en s'appuyant de ce côté-là. C'est le compromis ultime. On sacrifie la béquille pour sauver le mouvement. Ça montre bien à quel point tout est interconnecté dans l'anatomie. Cette exploration de la patella illustre parfaitement l'équilibre, vraiment précaire de la biologie. Un simple manque de tension dans un câble suffit à paralyser un système de 500 kg. Une paralysie spectaculaire, mais qui trouve des réponses vétérinaires d'une précision fascinante, du renforcement en colline jusqu'au piratage cicatriciel du splitting. C'est de la haute ingénierie. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, cette réflexion sur le mécanisme de repos du cheval pousse à s'interroger sur l'anatomie en général. Le fait qu'une béquille automatique comme ça fonctionne de manière invisible des milliers de fois au cours d'une vie, ça fait réfléchir. C'est clair. Quelles autres charnières cachées, quels autres systèmes de verrouillage passif la nature a-t-elle intégré silencieusement dans les autres espèces? Des mécanismes parfaits qui opèrent dans l'ombre et dont on ne découvre la complexité que le jour précis où, malheureusement, ils refusent de se débloquer. C'est vraiment une invitation à observer la nature différemment. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à la prochaine. Imaginons un instant une machine d'une puissance colossale, une vraie masse de muscles et d'os qui pèse près d'une demi-tonne. Ouais, un athlète de haut niveau, en fait. C'est ça. Un athlète capable de passer de 0 à 60 km/h en quelques secondes. Et quand cette machine est lancée au grand galop, ou bien qu'elle atterrit après un saut de 2 mètres, la force cinétique est juste effarante. Mais vraiment. Toute cette énergie, toute cette force brute, elle redescend le long de la jambe pour venir s'écraser sur une surface au sol qui n'est pas plus grande qu'une petite assiette à dessert. C'est un véritable miracle de la physique. On parle bien sûr du cheval. Et pourtant, cette magnifique ingénierie biologique, elle peut être complètement mise à l'arrêt. Totalement. On parle de carrières brisées, de millions d'euros perdus dans l'industrie et surtout du drame de voir un animal parfait se mettre à trébucher. Il devient incapable de marcher sans douleur. Et tout ça à cause d'un os qui n'est pas plus gros qu'un petit caillou. C'est vraiment le paradoxe ultime de la nature, tu vois. On a devant nous une merveille absolue de l'évolution qui est conçue pour la vitesse, mais dont le point de défaillance critique repose sur une structure minuscule. Une pièce cachée dans l'obscurité, tout au fond du sabot. Et c'est exactement le but de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va déchiffrer cette vulnérabilité. On plonge dans les mécanismes du syndrome podotrochléaire, ce qu'on appelle plus souvent la maladie naviculaire. Et pour notre analyse, je pose la règle d'engagement tout de suite. Il faut aborder ça non pas comme une simple maladie médicale abstraite, mais comme un véritable défi d'ingénierie biologique. D'accord, je vois l'idée. C'est un système mécanique de haute précision, chaque fraction de millimètre compte, et le moindre déséquilibre vient altérer toute la physique de l'animal. Absolument. C'est notre mission du jour, rendre cette mécanique interne complètement limpide, fascinante et facile à visualiser pour quiconque s'intéresse au mouvement.
Parce qu'avant de comprendre pourquoi la machine tombe en panne, il faut ouvrir le capot. Exactement. Sortir la lampe torche et regarder les pièces de près. Bon, décortiquons ça. Pour que le pied d'un cheval bouge, la nature a mis en place 3 structures clés. Il y a l'os naviculaire, la bourse podotrocléaire et le tendon fléchisseur numérique profond. Le fameux TFNP pour garder son souffle. Ouais, on va dire TFNP, c'est plus simple. Pour visualiser ça concrètement, on peut imaginer un système de levage de chantier. L'os naviculaire, en fait, c'est une poulie. Une toute petite poulie. Voilà. Et le tendon fléchisseur, le TFNP, c'est la grosse corde d'acier. Une corde super tendue qui frotte et glisse sur cette poulie pour soulever le pied. Et au milieu de tout ça, pour éviter un désastre immédiat, la bourse podotrocléaire intervient. C'est ça. C'est une sorte de petit coussinet rempli d'huile qui est placé très exactement entre la corde et la poulie. Ça empêche que la friction ne détruise tout en quelques pas. C'est une excellente image mentale. Ça illustre parfaitement les forces écrasantes qui sont en jeu. Le tendon, cette corde très épaisse, il ne fait pas que bouger le pied. Il fait quoi d'autre? Il doit supporter et stabiliser tout le poids du cheval au moment de l'impact au sol. La pression sur la poulie en os, c'est astronomique. C'est fou. Et c'est là qu'on fait face à 2 grandes théories historiques pour expliquer cette maladie. La première, c'est la théorie biomécanique. En gros, un problème de friction et de compression constante. D'accord. Et la seconde, c'est la théorie vasculaire. Ça pointe vers un phénomène d'ischémie. Et l'ischémie, pour faire simple, c'est un manque dramatique de flux sanguin à l'intérieur de l'os. Attends, je comprends tout à fait l'usure mécanique, la corde qui frotte trop fort sur la poulie et qui finit par l'effriter. Mais comment un simple frottement externe peut couper le sang à l'intérieur de l'os? C'est contre-intuitif, hein? Bah oui. Je veux dire, un os, c'est dur, c'est solide, c'est pas censé se faire écraser comme une éponge de cuisine pour faire sortir le sang. C'est une excellente réflexion. Mais c'est souvent là que notre intuition nous trompe. On imagine les os comme des pierres inertes. Mais en fait, un os, c'est un tissu vivant. Ah ouais, c'est vrai? C'est extrêmement dynamique. C'est spongieux à l'intérieur et littéralement traversé par un réseau de minuscules tuyaux, les vaisseaux sanguins. Ok, je vois. Le sabot du cheval, c'est une capsule fermée, rigide. Le sang n'a nulle part où s'échapper. Donc, quand la tension sur le tendon est trop forte, il vient plaquer la bourse et l'os naviculaire avec une force écrasante. Et ça bloque tout? Voilà. Cette compression constante crée une pression interne énorme. Ça écrase physiquement les petites artères et veines qui nourrissent l'os. C'est ça l'ischémie. Le sang n'arrive plus. L'oxygène et les nutriments sont bloqués. Exactement. Donc ces 2 théories, mécanique et vasculaire, elles ne s'opposent pas du tout. La mécanique défaillante étouffe la tuyauterie, ce qui affaiblit l'os qui résiste encore moins à la pression. Le piège se referme. C'est un cercle vicieux implacable, quoi. Cette petite poulie vivante se fait littéralement asphyxier sous la pression de son propre système de levage. C'est exactement ça. Alors maintenant qu'on visualise bien cette poudrière interne, penchons-nous sur l'allumette. Qu'est-ce qui provoque cette tension anormale à l'extérieur? On découvre des facteurs de risque liés à la pure géométrie. La conformation du cheval? Ouais, il est question de chevaux qui ont des talons bas et une pince longue. La pince, c'est la partie avant du sabot, l'orteil en gros. Tout à fait. Si on garde notre casquette d'ingénieur, c'est logique. Si un cheval a des talons écrasés vers l'arrière, très bas, et un bout de pied allongé vers l'avant, bah au moment de soulever le pied, ça crée un bras de levier monumental. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir à quel point la forme extérieure dicte la survie des tissus internes. La déduction est parfaite. Ça doit tirer avec une violence inouïe sur notre corde, le tendon. C'est ça. Dans un sabot idéal, le pied quitte le sol avec un minimum d'effort. Mais avec un talon fuyant et une pince trop longue, le point d'équilibre est complètement décalé. Vers l'avant du coup. Oui. Pour arracher cette longue pince du sol, le système musculaire fournit un effort titanesque. Le tendon se tend comme la corde d'un arc sur le point de rompre. Et il plaque violemment l'os naviculaire. La poulie est prise en étau. Et le pire, c'est qu'il y a une injustice génétique frappante là-dedans. Les statistiques montrent que toutes les races ne sont pas égales. Ah non, pas du tout. Les chevaux à sang chaud, comme le quarter horse ou le pur sang, tombent en panne bien plus souvent. Pourquoi eux? On a créé des machines trop puissantes pour leurs propres pièces. C'est le revers de la médaille de la sélection humaine. Ces races ont été façonnées pour des performances athlétiques extrêmes. Le quarter horse et ses accélérations explosives. Exactement. Et le pur sang est une machine à galoper à des vitesses folles. Leur masse musculaire est imposante, leur centre de gravité est vers l'avant, et l'impact au sol est d'une brutalité inouïe. Et s'ils ont des petits pieds en plus? Ton colossal détruit leur os naviculaire. C'est presque tragique, en fait.
toute cette puissance étouffée par un défaut de géométrie d'1 centimètre, Oui, ce qui nous amène aux signaux d'alarme. Parce que tout ce drame se déroule dans le silence, sous une épaisse boîte de cornes dures. On ne voit rien au début. les signes sont très subtils. C'est ça. On parle d'une claudication intermittente bilatérale. Le cheval boite mais souvent des 2 pieds avant en même temps. Donc le cheval a juste l'air un peu raide ou il se met à trébucher sur des cailloux invisibles. Et le sabot lui-même commence à changer. Ouais, le sabot change de forme avec le temps pour devenir étroit, très droit, vertical, ce qu'on appelle un sabot topino. Au début, on pourrait croire que c'est cette forme qui cause la maladie, mais c'est l'inverse, non? C'est le résultat de la douleur. C'est une réaction d'adaptation remarquable. Si on imagine ressentir une douleur lancinante exactement sous le talon à chaque fois qu'on pose le pied, On atterrit sur la pointe du pied pour se protéger. le cheval fait exactement la même chose pour fuir la douleur de sa poulie interne. Il raccourcit sa foulée et atterrit sur la pince pour éviter de mettre du poids sur l'arrière. D'où le fait qu'il trébuche tout le temps. Exactement. Il n'utilise plus son amortisseur naturel. Et pour le pied topino, ce sabot étroit, c'est la conséquence d'un principe simple. Ce qui ne sert pas s'atrophie. Ah, la corne se rétracte. Comme le cheval refuse de mettre du poids sur ses talons, la structure arrière ne s'écarte plus pour absorber le choc. Sans stimulation, la boîte cornée se resserre et le pied devient tubulaire. La forme topino, c'est le monument dressé par le corps à sa propre douleur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On a ce faisceau d'indices. Un cheval athlétique qui trébuche, qui marche sur des œufs et dont les sabots se recroquevillent. Mais il faut le prouver. Exactement. On ne peut pas lui demander d'évaluer sa douleur sur une échelle de 1 à 10. Comment un vétérinaire prouve que le coupable est bien cette minuscule poulie et pas une tendinite ou un problème d'épaule? C'est un vrai travail de détective. Et la méthode de diagnostic direct, disons qu'elle demande d'avoir le cœur bien accroché. On parle d'insérer une bryndulale longue, donc une longue canule, en passant par la fosse du boulet, le creux à l'arrière du pied. Oui, c'est assez impressionnant à voir. Planter une longue aiguille si profondément dans la jambe d'un animal de 500 kg qui a déjà mal, ça semble être d'une complexité folle. Ça exige une maîtrise absolue de l'anatomie en 3 dimensions. Le vétérinaire travaille à l'aveugle, guidé par son toucher. Mais c'est le seul moyen d'obtenir une certitude clinique. En médecine vétérinaire, on procède par élimination, c'est ça? C'est ça. On éteint des zones de bas en haut. En naviguant avec cette longue canule à travers la fosse du boulet, le but est d'atteindre le coussinet d'huile, la bourse peau d'eau claire, pour y déposer un anesthésique local. Donc on coupe le fil du système d'alarme de cette pièce précise. On attend, on fait trotter le cheval, et s'il se met subitement à galoper librement avec une foulée ample, bam, on a le coupable. Précisément, la suppression immédiate du symptôme confirme la localisation. Mais savoir où se trouve le feu ne nous dit pas à quel point la structure a brûlé. Il faut regarder les dégâts. Voilà. Le vétérinaire doit évaluer l'intégrité de l'os avec l'imagerie médicale, en particulier la radiographie. Et c'est sur ces radios qu'on tombe sur un terme médical avec un contraste macabre assez dingue. On cherche l'apparition de ce que le jargon appelle des lollipops. Des sucettes, oui. Ça sonne festif. Mais la réalité biologique derrière ce mot mignon, c'est une destruction pure et simple. Comment est-ce qu'on passe d'un os à une image de sucette? C'est typique en radiologie. On utilise des objets familiers pour repérer des anomalies graves. Pour comprendre ce lollipop, il faut revenir à l'ischémie. Le manque de sang? Oui. Face à l'asphyxie, le tissu osseux subit une lyse. L'os se nécrose et se dissout. À l'état normal, l'os naviculaire a de minuscules canaux par lesquels entrent les vaisseaux sanguins. Ok. À cause de la destruction, ces petits canaux s'élargissent anormalement. Donc sur la radio, ce canal élargi forme une ligne droite, le bâtonnet de la sucette. Et au bout, à l'intérieur de l'os, la destruction crée une grosse cavité ronde. Exactement. Une bulle sombre où l'os a complètement disparu. Et voilà, on a notre bonbon, le bâton et la bulle, le lollipop. Quand un clinicien observe ces sucettes alignées sur le bord de l'os, le verdict est sans appel. La maladie est à un stade avancé. L'architecture de la poulie est rongée, et en se dissolvant, l'os perd sa surface lisse. Il devient rugueux. Comme du papier de verre. Du coup, la grosse corde du tendon qui glisse dessus va s'effilocher. Et se déchirer, oui. La bourse va se percer, c'est la catastrophe. Le diagnostic est posé, on a les radios terrifiantes. Le réflexe naturel humain, face à une pièce mécanique cassée, ce serait de la remplacer par du titane. Mais là, c'est impossible d'aller trifouiller là-dedans sans détruire le pied. Totalement impossible. Alors, si on ne peut pas changer la pièce, comment on sauve la machine? C'est là qu'intervient l'aspect le plus brillant du traitement.
Si on ne peut pas guérir l'os, on va modifier les forces physiques qui s'exercent sur lui. D'accord. La solution ne vient pas d'un bloc opératoire, mais de l'enclume d'un maréchal Ferrand. On utilise une ingénierie corrective avec une ferrure spécifique pour annuler les pressions. On utilise le concept de rolling et le fer à l'œuf. Décryptons le rolling. Ça me fait penser aux nouvelles chaussures de marathon, celles avec une semelle ultra épaisse qui remonte à l'avant comme une spatule de ski. C'est une excellente comparaison. Quand on marche avec, la chaussure bascule toute seule. Le mollet fournit moins d'efforts. Le rolling pour le cheval, c'est chausser un athlète de 500 kg avec une chaussure de marathon ex. Si on relie ça à la vue d'ensemble et au problème de pince longue, cette pince, c'était notre bras de levier qui obligeait le tendon à tirer violemment. Ouais. Le forgeron va prendre un fer et relever la partie avant. En plaçant ce fer sous le sabot, il recule drastiquement le point de bascule. Le cheval n'a plus besoin de lutter pour avancer. Le pied roule sur la bascule du fer. L'effort demandé au tendon chute. La corde arrête de cisailler la poulie. Mais ça ne règle que l'avant du problème. Il reste les talons bas qui étirent le tendon. D'où le fer à l'œuf. Un fer normal, c'est un nu ouvert. Mais le fer à l'œuf, c'est un ovale fermé. La barre de métal relie les deux extrémités à l'arrière. Cette barre arrière change la donne. Un talon bas s'enfonce dans le sol souple, ce qui étire le tendon. Le fer à l'œuf agit comme une raquette à neige. Ah, ça crée une plateforme de soutien. Ça empêche les talons de s'enfoncer. On surélève l'arrière, on recrée un équilibre et l'angle du pied est restauré. En relevant l'arrière avec la raquette à neige et en facilitant la bascule avec la chaussure de marathon, on donne du mou à la corde. C'est ça. La tension diminue, la poulie n'est plus broyée. Et l'étincelle de génie, en enlevant cette pression, on permet au vaisseau sanguin écrasé de se rouvrir. On combat un problème vasculaire en modifiant la géométrie externe. C'est la beauté de la synergie entre la médecine vétérinaire et l'artisanat du forgeron. Le fer à l'œuf et le rolling raid redessinent les vecteurs de force. On stoppe l'asphyxie ischémique. C'est non invasif et ça redonne des années de confort. Le niveau de réflexion est époustouflant. On a pris un os gros comme un caillou. On a compris son système de poulies, le TFNP, la boursite. On a vu comment la mécanique et la génétique des pur-sang et quarter-horse causent une ischémie. Et comment ça conduit à ces fameux lollipops sur les radios. Voilà. Et comment une ferrure ingénieuse vient sauver la mise. Cette exploration mène à une réflexion finale vraiment provocatrice. Le problème central, c'est une ischémie, un grave manque d'irrigation. En médecine humaine, face à ça, on prescrit des vasodilatateurs ou on fait des pontages complexes. C'est clair. Et pourtant, pour ce grand mammifère, la solution la plus efficace n'est pas dans une seringue. Elle est entre les mains d'un forgeron avec un marteau et un morceau d'acier qui modifie un angle de quelques millimètres. C'est fou. Le maréchal Ferrand agit comme un chirurgien cardiovasculaire, mais depuis l'extérieur. C'est de la géométrie appliquée, utilisée comme thérapie vasculaire. Un simple ajustement réouvre tout un réseau sanguin. Ça force à regarder chaque pas, équin ou humain, sous un jour totalement nouveau. C'est une symphonie de poulies et de leviers. Un vrai miracle de l'ingénierie biologique. La mécanique et la médecine ne font plus qu'un au contact du sol. De quoi nous rappeler que la plus grande puissance n'est rien sans ses plus petits rouages. Habituellement, quand on pense à l'ingénierie, on a tendance à visualiser des ponts en acier massif, des trucs gigantesques, des choses construites avec des poutres et du béton armé. Oui, des structures immenses, c'est sûr. Voilà, mais si l'on s'arrête un instant pour observer l'ingénierie biologique d'un cheval, c'est tout simplement vertigineux. Ouais, totalement, c'est un chef-d'œuvre. On parle d'un animal d'une demi-tonne, un vrai concentré de muscles qui est capable d'une grâce et d'une vitesse incroyables. Et pourtant, quand on y réfléchit bien, toute cette masse colossale, toute cette énergie cinétique générée au galop, ça repose littéralement sur un équilibre extrêmement fragile. C'est ça, tout se joue au niveau de ses sabots. Et c'est un paradoxe absolu de l'évolution, en fait. Comment ça? Que par rapport au reste du corps? Absolument. Dans la nature, les plus petites structures supportent très souvent les plus grands fardeaux. Mais cette optimisation extrême a un prix, malheureusement. Une marge d'erreur quasi nulle, j'imagine. Exactement. Quand cette fondation microscopique vacille, les conséquences pour l'animal tout entier sont dévastatrices et ça arrive presque instantanément. Et c'est exactement ce qui motive notre exploration approfondie d'aujourd'hui. L'objectif, c'est de démystifier une urgence vétérinaire absolue, un véritable cauchemar pour tout propriétaire. Le mot cauchemar n'est pas trop fort, oui. En parcourant les notes d'un professeur spécialisé, on constate qu'il y a deux conditions équines spécifiques qui sont très souvent confondues.
mais elle cache une réalité redoutable. Oui, la laminitis, c'est l'infossurat. Voilà, la laminitis, qu'on appelle aussi la fourbure inflammatoire, et l'infossurat, qui représente l'effondrement catastrophique du sabot. L'idée aujourd'hui, c'est de rendre cette mécanique complexe totalement limpide. Alors, déballons tout ça. Avec plaisir. C'est un sujet fascinant. Dans ses notes, le professeur insiste lourdement sur le fait de ne pas mélanger ces deux termes. Pourquoi est-ce si important de faire la distinction d'emblée? Parce que faire cette distinction, c'est comprendre la différence entre une alarme incendie qui se déclenche et la maison qui est déjà réduite en cendres. Ah oui, c'est une différence vitale du coup. Totalement vital. La laminitis, c'est la phase initiale du désastre. Concrètement, c'est une phase d'inflammation sévère et d'ischémie. D'ischémie. Oui, une ischémie qui frappe les lames tissulaires à l'intérieur du sabot. Et l'ischémie, en termes simples, c'est l'arrêt brutal de l'apport sanguin. Le sang n'arrive plus du tout à irriguer les tissus. Attendez, je veux être sûre de bien visualiser le truc. Quand on parle d'ischémie, c'est comme quand on s'endort sur son bras et qu'on se réveille avec des fourmis parce que le sang circule plus. C'est le même principe de base. Oui, c'est un blocage du flux. Sauf que dans votre bras, vous bougez et le sang revient tout de suite. Heureusement. Voilà. Dans le sabot du cheval, lors d'une laminitis, le blocage persiste. Les cellules sont littéralement privées d'oxygène et de nutriments. Donc elles commencent à s'asphyxier et à mourir. Et ça, c'est la laminitis. C'est le processus invisible. Exactement, c'est ce qui se déroule à l'intérieur. L'infossurat, en revanche, c'est le résultat tragique de ce processus. Ce n'est plus juste une inflammation, c'est le moment où l'anatomie interne cède complètement sous le poids du cheval. D'accord. C'est là que je bloque un peu en lisant les sources, en fait. Le professeur parle d'une rotation de la troisième phalange, l'os P3, à l'intérieur même du pied. Oui, la fameuse phalange distale. Mais comment un os peut-il se mettre à pivoter à l'intérieur d'une boîte dure comme un sabot? J'ai toujours imaginé le sabot comme un simple bloc de corne, genre un gros ongle sur lequel le cheval s'appuie. C'est une erreur de perception très commune. Ce qui est fascinant ici, c'est que le sabot d'un cheval n'est absolument pas un bloc de bois inerte. C'est un système de suspension vivant extrêmement complexe. Un système de suspension. À l'intérieur du sabot. Oui, l'os de la troisième phalange, ce fameux os P3, ne repose pas sur le fond du sabot. Si c'était le cas, l'os serait broyé à chaque pas. Ah, logique. En réalité, cet os est suspendu à l'intérieur de la paroi rigide par un système de feuillets. Ce sont des centaines de lames tissulaires microscopiques qui s'imbriquent les unes dans les autres. Un peu comme du velcro en fait. C'est la meilleure analogie, un velcro organique ultra résistant. Donc le poids du cheval ne pousse pas vers le bas sur la plante de son pied, il est suspendu par ces bandes de velcro accrochées aux parois intérieures. Exactement. Toute la demi-tonne du cheval est suspendue dans le vide, pour ainsi dire, à l'intérieur de cette boîte en kératine. Si l'on dépliait toutes ces microscopiques lames, la surface de contact serait immense. Ce qui explique cette force d'adhérence incroyable. Tout à fait. Mais voilà le problème. Ces lames tissulaires sont vivantes. Elles ont un besoin constant d'oxygène pour rester solides. Donc lors de la laminitis, quand l'ischémie frappe, ces lames meurent. Si je comprends bien l'analogie architecturale de tout à l'heure, la laminitis, c'est comme avoir des termites et des fissures dans les murs porteurs à cause d'un dégât des eaux. Très bonne image, oui. Et donc l'infossurat, c'est le moment où le toit s'effondre littéralement à travers le plancher, parce que le velcro pourrit de l'intérieur et perd son adhérence. C'est exactement ça. Et quand un nombre suffisant de ces lames lâche, la gravité reprend ses droits. Le poids massif pousse l'os vers le bas et le grand tendon à l'arrière tire l'os vers l'arrière. Ça fait un effet de levier. Mon Dieu. Et dans les cas extrêmes, la pointe de cet os peut littéralement perforer la sole du sabot, c'est-à-dire transpercer le dessous du pied. C'est une image terrifiante. C'est comme si les racines d'un arbre majestueux pourrissaient silencieusement sous terre. Oui, l'arbre a l'air solide, mais à la première bourrasque, il s'effondre. Voilà. Maintenant que cette mécanique de destruction est claire, une question évidente s'impose. Qu'est-ce qui provoque cet arrêt du sang initial? Ah, c'est là que ça devient complexe. En parcourant les sources, je m'attendais à voir des causes liées uniquement à des blessures aux pieds. Mais la réalité montre que le corps du cheval est un système interconnecté de manière presque absurde. Absolument. Le mystère médidial prend toute son ampleur ici. Les déclencheurs sont vastes, et très souvent, la crise commence à des mètres de distance du sabot. Les notes divisent ces causes en 3 groupes. Systémique, métabolique et mécanique. C'est ça. Penchons-nous sur le premier, systémique ou infectieux. Les notes mentionnent des coliques sévères, des pneumonies, ou même, et ça c'est très spécifique, une rétention de placenta après la mise bas d'une jument.
Oui, des événements qui semblent n'avoir aucun rapport. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Attendez une minute. Comment un bout de placenta coincé ou une infection dans les poumons peut faire s'effondrer le pied d'un cheval? Comment ça attaque les sabots? La connexion paraît invraisemblable, c'est vrai. Mais si l'on relie cela à la vision globale de la circulation sanguine, tout s'éclaire. Voyez le système sanguin comme un vaste réseau de rivières. D'accord, qui connecte chaque organe? Voilà. Lorsqu'une jument retient un placenta ou fait une colique grave, les tissus morts dans l'utérus ou l'intestin deviennent un nid à bactéries. Ces bactéries meurent et libèrent des toxines extrêmement agressives. Des endotoxines, c'est ça, hein? C'est exactement le terme, des endotoxines. Donc on a soudainement un poison puissant qui circule dans le sang. Oui. Le cœur, qui est une pompe incroyablement puissante chez le cheval, expédie ce sang toxique partout. Mais le problème majeur se trouve aux extrémités. Dans le sabot, le sang doit passer par des capillaires microscopiques. Le fameux goulot d'étranglement. Exactement. Quand les endotoxines arrivent là, elles endommagent la paroi de ces minuscules vaisseaux et provoquent une coagulation anormale. De minuscules caillots se forment. Ce sont les microthromboses. Ah, je vois. Ces petits caillots viennent boucher les capillaires du pied, comme des embouteillages créés par des accidents sur une toute petite route. C'est une très bonne façon de le visualiser. Le sang ne passe plus, l'oxygène n'arrive plus et la laminitis commence. C'est fascinant de voir qu'une infection ailleurs déclenche une asphyxie spécifiquement dans le pied. Mais alors, qu'en est-il du deuxième déclencheur, le métabolisme? Parce que là, pas de bactéries. Non, aucune. Là, la menace vient de la chimie interne du cheval. Les dérèglements métaboliques sont aujourd'hui l'une des causes principales. Le professeur met en avant l'hyperinsulinémie. Qui est lié au syndrome métabolique équin, je crois. Oui, le SME. Pour faire simple, c'est très similaire au diabète de type 2 chez l'humain. Le cheval produit beaucoup trop d'insuline. Ben, attendez. L'insuline, c'est pas censé aider les cellules à absorber l'énergie? En quoi ça détruit le pied? C'est une excellente question. En temps normal, oui, c'est vital. Mais à des doses massivement anormales, l'insuline s'avère directement toxique pour les cellules des lames du sabot. Toxique, hein? Oui, cette surdose déclenche une activité anormale. Les cellules du velcro commencent à s'étirer, à se déformer et perdent leur intégrité structurelle. Ce n'est plus un blocage sanguin, là. C'est une destruction chimique. Le velcro fond littéralement à cause de l'hormone, en fait. C'est ça. Les sources mentionnent aussi la maladie de Cushing, ou PPID. Et là, le dérèglement vient de la glande pituitaire. Ah oui, le Cushing. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le signal d'alarme physique. Un cheval atteint va développer un pelage anormalement long et bouclé, même en plein été. L'hirsutisme. Oui, le poil d'hiver qui ne tombe pas. C'est fou de se dire qu'un poil long est le voyant rouge qui indique qu'une tempête hormonale ronge silencieusement les pieds. C'est toute la subtilité de la médecine vétérinaire. Ce dérèglement augmente drastiquement la production d'hormones de stress comme le cortisol. Et tout comme l'insuline, ça affaiblit les lames. Le tissu devient si vulnérable que le simple poids du cheval déchire le velcro. D'accord, on a les caillots, la toxicité hormonale, il reste la cause mécanique. Et là, c'est une question de pure physique, non? Si le cheval n'a aucune infection et des hormones parfaites, que se passe-t-il? La physique pure peut être tout aussi dévastatrice. Imaginons qu'un cheval se fracture une patte arrière ou développe un abcès très douloureux. Son instinct de survie prend le dessus. Immédiatement, il soulage la patte blessée en refusant de s'appuyer dessus. Par conséquent, il reporte l'intégralité de son poids sur la patte opposée, la patte saine. Mais ces sabots sont conçus pour supporter un quart du poids, avec des moments de relâchement à chaque pas. Pas pour porter le double en permanence. Exactement. Et ce manque de relâchement est le cœur du problème. La pression mécanique constante écrase physiquement les vaisseaux sanguins à l'intérieur de la boîte cornée. Comme poser un meuble très lourd sur un tuyau d'arrosage. Voilà. Le flux sanguin est interrompu mécaniquement par la force brute. L'ischémie s'installe et on assiste à une laminitis de surcharge. C'est tragique. Il détruit son pied sain en essayant de protéger son pied blessé. Mais alors, puisque ces déclencheurs viennent de partout, comment repérer que la crise se déroule dans les sabots avant qu'il ne soit trop tard? La détection précoce est la seule chance. Et le signe le plus visuel, celui que tout vétérinaire redoute, c'est la posture du chevalet. La posture du chevalet. Oui. Le cheval va projeter ses pattes avant très loin devant lui, comme s'il essayait de freiner violemment, tout en ramenant ses pattes arrière profondément sous son ventre. C'est très visuel, on imagine bien la scène. C'est comme si quelqu'un avait les orteils en feu dans ses chaussures et essayait désespérément de reporter tout le poids sur ses talons. C'est très exactement ça.
Rappelez-vous, l'os P3 pivote et sa pointe écrase les tissus à l'avant du sabot. La pince, la douleur est fulgurante. En adoptant cette posture, il éloigne le poids de cette zone. Et si on s'approche pour examiner le pied, on parle de sabots qui deviennent brûlants au toucher? Oui, la chaleur est une preuve directe du combat inflammatoire. Normalement, un sabot est plutôt frais, mais lors d'une crise, il devient chaud comme un radiateur. Et puis, il y a le pouls digital. Un pouls dans le pied, je savais même pas qu'on pouvait sentir ça. Normalement, l'artère juste au-dessus du sabot a un pouls très faible. Mais avec l'inflammation, les vaisseaux bouchés, la pression sanguine essaie de forcer le passage. Cette artère se met à palpiter violemment. On sent un pouls bondissant sous les doigts. Oui, c'est le sang qui frappe contre une porte fermée. C'est terrible. Et les sources mentionnent un autre détail glaçant. Le cheval transpire. Une transpiration profuse alors qu'il ne bouge pas. Cette transpiration reflète le système nerveux sympathique qui s'emballe. C'est une sueur froide causée par le stress extrême. L'animal réalise qu'il ne peut physiquement pas échapper à cette douleur. C'est un choc. Surprenant par leur simplicité apparente, genre de la glace? Oui, la cryothérapie est la première ligne de défense. Mais c'est pas juste pour soulager la douleur. On plonge les sabots dans des seaux d'eau glacés pendant des heures, voire des jours. Pourquoi un froid aussi extrême? Le froid extrême provoque une vasoconstriction massive, ce qui réduit l'afflux de toxines. Mais surtout, le froid ralentit le métabolisme des cellules des lames. En hibernation forcée, elles ont besoin de moins d'oxygène. Ah, donc même si l'ischémie bloque le sang, les cellules meurent beaucoup moins vite. Le froid achète du temps. Exactement. Il empêche l'effondrement immédiat du velcro. Gèle la scène de crime, en gros. Ensuite, les notes insistent sur la diète. Retirer tous les grains, ne donner que du fourrage vert. Ça cible les déclencheurs métaboliques. Les grains sont bourrés de sucre, ils provoquent des pics d'insuline. Et l'insuline détruit les lames. Mettre le cheval à la diète, c'est couper le poison hormonal. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour sauver une mécanique interne hyper complexe, on utilise de la glace, un régime sec et la troisième chose, un fer à cheval mis à l'envers. Ou en forme de cœur, oui. Comment un simple morceau d'acier empêche un os de pivoter? C'est de l'ingénierie biomécanique. Le poids écrase l'avant du pied. L'objectif est de déplacer ce fardeau. Ce fer spécifique crée un pont de soutien sous l'arrière du pied, vers les talons, qui sont encore sains. Au lieu de s'appliquer sur la pointe fragile, le fer redirige la charge vers l'arrière, une sorte de béquille sous le centre du pied. C'est ça. Ça offre un support mécanique à l'os P3. Mais malgré tout ça, il y a un juge de paix implacable, c'est la radiographie. Le moment de vérité pour le pronostic. Le professeur donne un chiffre précis sur cette rotation de l'os. Un seuil d'une brutalité mathématique. Les vétérinaires mesurent l'angle de la troisième phalange. Si la rotation dépasse 15 à 20 degrés, la situation est quasi désespérée. Vraiment? À ce point? Oui. La pointe de l'os pointe comme un poignard vers la sole. Les vaisseaux sont écrasés, les tissus déchirés. La reconstruction est impossible. Le pronostic vital est souvent engagé. Si l'on résume ce voyage qu'on vient de faire, partir d'une simple pneumonie ou d'un dérèglement hormonal, pour finir par un effondrement structurel complet d'un animal de 500 kilos. Tout ça dans l'espace confiné d'un sabot. C'est vertigineux, oui, et cela soulève une question importante sur l'évolution biologique, en fait. Laquelle? Eh bien, l'évolution a façonné le cheval sur des millions d'années pour être une merveille de vitesse, réduisant ses appuis à la taille d'une simple phalange entourée de kératine. Mais cette incroyable adaptation a un coût caché terrifiant. C'est comme si on avait conçu une voiture de Formule 1 ultra rapide, mais en retirant les suspensions de secours pour gagner du poids. C'est une excellente métaphore. L'optimisation extrême élimine la redondance. Il n'y a aucune marge d'erreur biomécanique. Le moindre déséquilibre et tout s'écroule. Ça pousse à se demander si l'optimisation extrême d'une capacité condamne inévitablement l'espèce à une vulnérabilité fatale. L'optimisation poussée jusqu'à la fragilité absolue. C'est une pensée vraiment fascinante pour conclure cette exploration. Merci beaucoup d'avoir décortiqué cette mécanique avec nous. Avec grand plaisir. Et voilà, il est fascinant de constater que le véritable équilibre se maintient souvent dans l'ombre au niveau des liaisons les plus microscopiques. C'est tout pour cette plongée au cœur des fondations équines. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.